Bonjour à tous, bonsoir. Donc on va commencer le café climat. Le café climat donc qui va traiter donc principalement donc du photovoltaïque et comment réussir et rentabiliser son projet photovoltaïque. Donc alors je vais juste, vous présenter un petit peu pourquoi vos micros sont coupés et le fonctionnement du webinaire avant de laisser la parole à monsieur Seth à côté de moi. Donc déjà, votre micro et votre caméra sont coupés, c'est normal, c'est pour faciliter les échanges. Voilà, sinon, hein, si tous les micros et toutes les caméras étaient ouvertes, ça complique, on va dire, les échanges, les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous présenter sur le chat et utilisez vraiment le chat. Donc vous avez une petite, photo de la vignette sur laquelle cliquer, pour pouvoir accéder à ce chat et vraiment n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est vraiment, le café climat est fait pour ça, pour qu'on puisse répondre à vos questions. Le diaporama et les questions-réponses, on va essayer de compiler un petit peu vos questions, vous seront adressées donc dans quelques jours, donc ce sera sûrement la semaine prochaine, hein. Et bien sûr, bienveillance et courtoisie lors de vos interventions, mais là, voilà, c'est quelque chose de «classique» entre guillemets dans la vie de tous les jours. Donc pour un peu, me présenter, donc je m'appelle Fabien Chek-Sacha, je travaille donc à l'ALEC Montpellier Métropole, sur le conseil avec les particuliers et les copropriétés. Donc je suis accompagné par mon collègue, André Lacassagne, qui est à ma gauche, qui va vraiment être là, voilà, pour répondre à vos questions sur le chat et gérer un petit peu, on va dire, la logistique. Et donc je vais, laisser la parole à monsieur Seth pour vous introduire un petit peu, cette intervention sur la commune de Prades-le-Lez. Monsieur Seth, je vous passe le micro. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Alors mon nom est Arnaud Seth, je fais partie de l'équipe municipale et dans cette équipe, je suis en charge des énergies renouvelables, ce qui explique, ma présence, ce soir. J'aimerais tout d'abord donc vous saluer, très chaleureusement, derrière vos écrans puisque malheureusement, cette conférence, elle ne peut pas avoir lieu en salle Jacques Brel, hein, pour les raisons que vous connaissez. Hem Et donc vous remercier, de vous intéresser à ce sujet et j'aimerais également remercier très, très chaleureusement, les 2 intervenants pardon de l'ALEC, présents à ma gauche. L'ALEC avec laquelle, nous travaillons beaucoup, donc l'Agence locale énergie-climat. Nous travaillons beaucoup. Nous avons organisé il y a 15 jours maintenant une première conférence. Certains étaient peut-être présents donc sur la rénovation, de sa maison, les travaux d'isolation et le financement. Et nous avons, et vous l'avez derrière vous, peut-être, le voyez-vous, nous avons actuellement une exposition qui est installée, un petit peu provisoirement dans la salle du conseil, de la mairie, mais qui va être prolongée pour 4 semaines. Exposition qui s'appelle «Les gestes simples». Donc il s'agit de gestes simples à faire, chez soi, dans son quotidien, pour économiser l'énergie, économiser l'eau. Voilà. Alors le sujet de ce soir, bien sûr, nous intéresse particulièrement en tant que commune, puisque, évidemment, les énergies renouvelables, dont fait partie le photovoltaïque, sont un moyen, extrêmement important pour lutter contre le dérèglement climatique et dans notre région, qui est très ensoleillée, tout le monde le sait, enfin sauf aujourd'hui, heu, le soleil est abondant et donc le photovoltaïque est une des énergies renouvelables à privilégier, si je peux dire. Alors, la municipalité donne un petit peu l'exemple avec 2 projets actuellement et d'autres à venir. Le premier projet qui a été initié par la précédente équipe municipale donc concerne un auvent photovoltaïque que nous allons mettre en place au service technique avec une centaine de panneaux solaires qui seront directement injectés dans le réseau et dont les dont le comment dire? Le produit financier ira dans les caisses de la commune. C'est un projet donc qui devrait avoir, se concrétiser disons, dans le courant de l'été. Le deuxième projet que nous avons, est un projet avec une association dont nous allons reparler tout à l'heure en fin de conférence qui s'appelle Énergie en Toi, qui est une association, citoyenne qui travaille sur l'ensemble de la métropole de Montpellier et qui concerne pour la municipalité à mettre à disposition des toits municipaux, donc pour y installer des panneaux photovoltaïques, sachant que le financement est un financement citoyen.
Je n'en dis pas plus pour l'instant, nous y reviendrons. Voilà, nous avons également d'autres projets autour du photovoltaïque et également des énergies renouvelables. Mais bon, nous en reparlerons ultérieurement via le Pradmag et nous aurons d'autres occasions d'en discuter. Merci Monsieur Seth. Nous aussi, donc au niveau de la LEC, on tient vraiment à vous remercier chaleureusement, que ce soit vous personnellement ou la commune qui est vraiment motrice, on va dire, hein, vis-à-vis de toutes ces choses qui tournent autour de l'énergie et de l'eau. On voit voilà, les conférences qui ont été faites aujourd'hui, les expositions de gestes simples, donc on tient vraiment à vous remercier chaleureusement. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet donc concernant le photovoltaïque. Alors, pour vous, un petit peu déjà, vous dire par rapport à ça, il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc, vraiment, gardez en tête que le diaporama et donc le support vous sera envoyé. Donc, par rapport aux schémas qui vont être évoqués, tout ça, il y a peut-être des choses où on va peut-être passer un petit peu vite. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez les schémas et vous aurez le diaporama la semaine prochaine. Alors, j'ai perdu. Voilà. Alors déjà, peut-être pour nous introduire, hein, qui est la LEC. Je ne sais pas si tout le monde, entre guillemets, nous connaît dans les participants. Donc, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Montpellier Métropole, on est une association loi 1901, donc à but non lucratif. Donc, on est gratuit, neutre et indépendant. Et vraiment, notre rôle, c'est d'accompagner les différents publics et de sensibiliser sur tout ce qui va être attrait à l'énergie, donc que ce soit l'électricité, le gaz, mais aussi par rapport aux économies d'eau. Donc, on a plusieurs secteurs entre guillemets d'activité. Donc, on a le logement individuel qui est un petit peu la mission de base, on va dire, qui est l'accompagnement donc du particulier, donc en appartement ou en maison individuelle, dans leur projet énergétique. Donc, ça va concerner en majorité la rénovation énergétique, mais aussi les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque ou les économies d'eau. On a aussi une partie donc sur l'accompagnement des copropriétés. Donc là, on parle de l'entité copropriété sur des travaux collectifs. On a donc des collègues à nous qui travaillent sur les bâtiments publics, notamment avec la commune de Prades, pour voilà, accompagner les communes à faire des économies d'énergie et d'eau sur les bâtiments publics et également de la sensibilisation dans les écoles. Donc vraiment, voilà, si vous avez un projet qui soit photovoltaïque ou de rénovation énergétique, n'hésitez pas à venir vers nous. Mon collègue André vous mettra le lien, bien sûr, de notre agence et on pourra voilà, vous accompagner, vous expliquer les choses tout à fait gratuitement. Alors, donc en introduction, une chose sur laquelle on voulait revenir, c'est que notre structure, la LEC et globalement tout le réseau national, auquel on appartient, excusez-moi, nous avons, une logique, qui appartient au scénario négawatt en tout cas, et l'idée en fait, si vous voulez, c'est que la transition énergétique, passe par 3 piliers essentiels, que sont la sobriété, l'efficacité et le renouvelable. Par rapport à la sobriété, qui est la première des choses à faire pour nous, c'est vraiment l'idée de l'exposition que vous voyez derrière nous. C'est l'idée des gestes simples du quotidien. Par exemple, mettre un couvercle sur une casserole. C'est vraiment économiser de l'énergie, vraiment le plus simplement possible, parce que c'est une grande phrase qu'on entend beaucoup, mais voilà, l'énergie la moins chère, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc, il y a vraiment cette logique de sobriété avant tout. La deuxième chose, dans le processus, on va dire, de transition énergétique, ça va être l'efficacité énergétique. L'efficacité, ça va avoir c'est par rapport à tout ce qui est rénovation énergétique du logement pour essayer de consommer le moins possible. Et en troisième position dans le processus arrive le renouvelable. Donc là, on va parler justement de comment on produit son énergie. Et donc là intervient le photovoltaïque. Tout ça pour dire que vraiment, dans notre discours à nous, par rapport aux gens, une personne qui a un logement qui n'est pas du tout isolé, avant de réfléchir à mettre du photovoltaïque, pour nous, la priorité est l'isolation. Alors, donc pour vous présenter un petit peu le sommaire de la présentation de ce soir, tout d'abord, on va parler des principes et généralités du photovoltaïque pour vraiment avoir les grandes lignes. En second temps, on va parler du comment dimensionner une installation, le modèle économique. Donc là, ça va être la vente totale et l'autoconsommation en particulier, hein, qui sont les deux modèles cibles, on va dire, pour le particulier. Le financement des projets, les aides financières accessibles et enfin les démarches, les devis types et les préconisations, on va dire, qu'on peut donner à un particulier qui voudrait se lancer dans un projet photovoltaïque. Alors, il y aura deux moments où on va s'arrêter pour faire un point sur les questions et réponses qu'il pourrait y avoir dans le chat. Donc,
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat si vous m'entendez ou c'est une seule personne qui a un problème de son? D'accord, très bien. Donc voilà, donc je reprends pour vous dire qu'il y aura des petits temps de pause, entre guillemets, après le modèle économique et après les aides financières pour faire le point un petit peu sur les questions qui auront été posées, voir si voilà, c'est mon collègue André qui va essayer de répondre à vos questions, mais s'il y a des questions qui semblent intéressantes à faire remonter et en reparler à l'oral, entre guillemets, voilà, il y aura ces temps-là qui seront dédiés. Et bien sûr, tout à la fin de la présentation, il y aura vraiment un gros temps dédié aux questions et aux réponses. Pour rappel, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. La conférence se tient entre 18h30 et 20h, de rester dans les clous au niveau des horaires. Alors, donc on va commencer sur les principes et généralités. Alors, déjà, pour cadrer les choses, à ce qu'on s'en rend bien compte quand on est sollicité au niveau de la LEC, l'énergie solaire, entre guillemets, elle va se servir à deux choses. Et c'est vraiment deux choses bien distinctes. La première des choses, c'est le solaire thermique. Le solaire thermique, ça sert à produire de la chaleur via le soleil. Donc là, c'est pas du tout le sujet qui nous amène ce soir, mais la deuxième possibilité, c'est le solaire photovoltaïque. Il faut bien comprendre que le solaire thermique, c'est production de chaleur, photovoltaïque, c'est production d'électricité. Et voilà, je préfère cadrer les choses parce qu'on se rend compte que voilà, il y a un peu des quiproquos qui sont faits sur ça. Ce dont on va parler, c'est vraiment de la production de l'électricité et donc le photovoltaïque. Donc, sur cette diaporama, vous allez pouvoir voir la composition classique. Alors, il n'y a pas le détail, hein, mais globalement, qu'est-ce qu'il y a dans une installation photovoltaïque? Je vais dérouler tous les points, ce sera plus facile. Alors, donc en premier lieu, vous avez donc ce qu'on appelle le champ photovoltaïque, les panneaux photovoltaïques, voire le panneau photovoltaïque. Tout simplement, le panneau photovoltaïque, l'idée, c'est vraiment très brièvement au niveau détail, mais c'est que dans les rayons du soleil, il y a ce qu'on appelle des photons qui viennent taper sur le panneau photovoltaïque. Il y a un matériau semi-conducteur qui s'appelle le silicium, et en fait, ça va exciter les électrons qui sont sur le panneau, et tout ça va créer du courant. Donc, c'est comme ça que le courant est créé. Ce courant est un courant qu'on appelle continu. Donc c'est du 12 volts, 24 volts. Ce courant continu, ce n'est pas ce qui est utilisé directement sur vos prises domestiques. Donc ce courant, en fait, il faut le faire passer par ce qu'on appelle un onduleur. Donc le principe de l'onduleur, comme son nom l'indique, ça va être d'onduler le signal, qui ne soit plus continu, mais qu'il devienne alternatif. Donc il va passer sur 230 volts, ce qui sort en fait directement de vos prises. Donc le courant, donc il arrive, c'est un courant continu du panneau, il arrive dans l'onduleur, il sort en courant alternatif. Ensuite, on a tout ce qui a trait au compteur, donc de production ou de soutirage. Je ne vais pas détailler ça parce que les compteurs, on en reparle après. Tout ça est relié au réseau, donc au réseau national, ce qu'on appelle le réseau basse tension. Et à la fin de ça, on a bien sûr les prises que vous avez directement chez vous, les prises domestiques. Donc là, c'est pour un petit peu revenir sur les quelques éléments techniques qui sont brièvement présentés juste avant. Globalement, au niveau des panneaux photovoltaïques, on a deux principales catégories, on va dire. C'est le polycristallin et le monocristallin. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est les deux principales technologies qui existent. Et la seule différence, c'est qu'en fait, le monocristallin, c'est des panneaux qui ont été fondus dans un seul cristal. Polycristallin, c'est des panneaux qui ont été fondus dans plusieurs cristaux, dans des débris de cristaux. Les deux technologies existent, les deux technologies sont viables, ont des rendements corrects. Donc le polycristallin a des rendements un petit peu moins importants, par contre, il est moins cher. Donc les deux solutions peuvent être proposées et sont viables. Il y a d'autres technologies de panneaux photovoltaïques qui existent, mais qui sont vraiment des technologies de recherche presque, et qui ne sont pas forcément accessibles et pas pertinentes, tout simplement pour des raisons de coût, pour le particulier. Donc on va vraiment parler là de panneaux polycristallins ou monocristallins. La durée de vie, on en reparlera juste après, mais on est au moins voilà, sur des durées de vie de 25-30 ans, bien sûr avec un entretien minimum, mais voilà, on est vraiment sur des équipements qui durent longtemps dans le temps. Au niveau des onduleurs, donc on en parlait tout à l'heure, hein, l'onduleur, il y a deux types principaux d'onduleurs, c'est l'onduleur central ou les micro-onduleurs. Donc les micro-onduleurs sont plus récents que les onduleurs centraux. Le principe des onduleurs centraux, c'est qu'en fait, vous avez un seul onduleur sur lequel sont reliés en série tous les panneaux. Donc ça fonctionne très bien, c'est ce qu'il y avait avant, on va dire. Les micro-onduleurs, eux, par contre, c'est des tout petits, comme son nom l'indique, des tout petits onduleurs qui sont vraiment positionnés en dessous des panneaux, et on a un ou deux panneaux uniquement qui sont reliés à ces micro-onduleurs.
Pourquoi ça peut être plus pertinent? C'est tout simplement en cas d'ombrage. C'est-à-dire que si vous avez une ombre portée, donc là, une ombre, on peut parler d'ombre lointaine avec une colline, ou on peut parler d'antennes que vous avez sur la toiture, on peut parler de conduits de cheminée. En fait, au moment où il y a de l'ombre qui va arriver sur vos panneaux, avec un onduleur central, toute la ligne, tous les panneaux qui sont raccordés en série vont arrêter de produire. Alors qu'avec un micro-onduleur, en fait, si vous voulez, l'ombre va se porter sur un ou deux panneaux, mais il y aura un ou deux panneaux uniquement qui arrêteront de produire et pas toute la ligne. Donc, nous, ce qu'on explique vis-à-vis de ça, c'est qu'une installation qui n'a aucune ombre, aucun souci, un onduleur central peut être viable. Tout simplement, il y a un petit «bonus» entre guillemets pour l'onduleur central, c'est qu'au niveau de la maintenance, un onduleur central, ça va être beaucoup plus facile d'intervenir dessus parce qu'il sera a priori mis dans un garage ou un lieu «au frais» entre guillemets. Les micro-onduleurs, ils sont sous les panneaux, donc ça va être plus compliqué de venir intervenir dessus. Mais vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les 2 modèles sont viables, les 2 modèles, existent, et c'est vraiment au cas par cas qu'il va falloir regarder est-ce que c'est plus intéressant un onduleur central ou un micro-onduleur. Au niveau de la durée de vie, sur les onduleurs centraux en tout cas, on est entre 8 et 12 ans. Donc il faut avoir à l'esprit que pendant la durée de vie de votre installation photovoltaïque, il y aura un moment où il faudra remplacer l'onduleur. Donc soit c'est compris dans le devis, soit sinon ça va être de l'ordre de à peu près 1 000 €, on va dire, à prévoir pendant la durée de vie de l'installation. On a également des petites choses qui n'ont pas été présentées juste avant, qui peuvent être des gestionnaires d'autoconsommation. Ça, en fait, si vous voulez, c'est des gestionnaires qui permettent de piloter à distance certains appareils. On reviendra dessus après, hein. Et également les optimiseurs de puissance. Alors sur les optimiseurs de puissance, notre avis en tout cas, c'est que s'il y a pas d'ombrage très important, il n'y a pas une énorme nécessité très clairement d'aller mettre ces optimiseurs de puissance. Ça permet de limiter, les câblages et de limiter le coût, tout simplement. Alors, quelques notions à connaître, qui sont très importantes pour comprendre un petit peu la base, on va dire, du photovoltaïque. Donc, il y a 2 notions très importantes qui sont les kilowattheures et les kilowatts-crête. Donc les kilowattheures ou les wattheures, c'est la quantité d'énergie électrique qui est produite. Les kilowatts-crête, là, on parle vraiment de la puissance maximale de votre installation. Donc, c'est-à-dire que les panneaux, quand on va vous vendre des panneaux, par exemple, les panneaux, on va dire, le panneau, il fait 300 watts crête. Si on vous met 10 panneaux, vous allez être donc à 3 kilowatts crête. Il faut vraiment faire le distinguo entre ces deux choses-là. C'est que les kilowatts crête, c'est la puissance, les kilowattheures, c'est ce qui est produit, c'est le productible. Alors, quelques notions, pareil, et unités à connaître. Donc, c'est un petit schéma qui permet vraiment de visualiser globalement. Donc, 1 kilowatt crête en Occitanie, ça correspond à peu près 1200 à 1400 kWh produits. Donc, sur Montpellier, on est souvent plutôt dans les 1300 à peu près kilowattheures qui sont produits pour 1 kilowatt crête. Ça correspond à 3 à 4 panneaux. Donc, ça dépend de la puissance unitaire de votre panneau. Et en termes de surface, on a à peu près 5 à 6 mètres carrés pour 1 kilowatt crête. Donc, vous pouvez faire un petit ratio pour une installation de 3, voire 6 kilowatts crête pour vraiment avoir à peu près l'ordre de grandeur. Donc, sur ces diapos, l'idée, c'est de déconstruire un petit peu des idées reçues qui sont véhiculées sur le photovoltaïque. Donc, la première idée reçue, on va dire, c'est il faut énormément d'énergie pour produire un panneau photovoltaïque. Alors, bon, en visio, c'est moins didactique, mais voilà, je vais vous mettre directement les résultats. Donc, c'est faux, bien évidemment, c'est faux. Des études ont montré que, en fait, pour annuler l'impact carbone de la production d'un panneau photovoltaïque, il faut 1 à 3 ans de fonctionnement. Donc, en maximum 3 ans, vous avez annulé l'impact carbone de votre panneau photovoltaïque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est véhiculé, il faut énormément d'énergie pour produire un panneau. C'est rentabilisé en 3 ans. Donc voilà, c'est aussi à mettre en exergue, je pense. Donc la seconde, c'est les panneaux photovoltaïques ne se recyclent pas. Alors, c'est faux également. Il faut savoir qu'il y a 95 à 98 des panneaux, de la composition des panneaux qui sont recyclables. C'est vraiment très, très faible la proportion qui n'est pas recyclable. Et il faut savoir qu'il y a un organisme national qui s'appelle PV Cycle, qui a été créé il y a quelques années, qui est financé par une écotaxe sur l'achat de nouveaux panneaux photovoltaïques. Et en fait, si vous voulez, cet organisme est vraiment dédié au recyclage des panneaux photovoltaïques. Donc, que ce soit l'installateur ou les particuliers, vous pouvez les appeler, ils viennent chez vous récupérer vos panneaux et ils se chargent du recyclage. Sachant que, voilà, pour rappel, il y a 95 à 98 qui est recyclé du panneau.
La durée de vie des panneaux est trop courte. C'est faux, on en a parlé tout à l'heure. On est au moins à 25-30 ans, voire plus. Ce qu'il faut savoir, donc, il y a souvent des garanties qui sont proposées par les installateurs. Normalement, on est à 0,5% de perte de rendement par an. Donc c'est quand même assez faible. Bien sûr, plus le panneau est entretenu et lavé, alors c'est pas tous les jours, hein, mais lavé une fois par an, tous les 2 ans, plus les pertes de rendement, seront faibles. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment savoir c'est que ces panneaux, ils continuent à produire, 20-25 ans après, il y a aucun souci sur ça. Ils ont un petit peu perdu en rendement, mais ça reste très faible. La dernière idée reçue, l'avant-dernière, les panneaux photovoltaïques sont composés de métaux et de terres rares. Donc ça, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. On a 95 à 98 des panneaux qui sont recyclables, donc il y a très peu de métaux et de terres rares. Le plus connu des panneaux photovoltaïques, c'est le silicium, sauf que le silicium est un des matériaux les plus «communs» entre guillemets, sur la croûte terrestre, donc il y a pas de souci sur ça. Il y a des technologies qui existent, notamment les couches minces, ce qu'on appelle le photovoltaïque en couches minces, qui utilisent des métaux et des terres rares. Par contre, c'est, comme je vous disais, sur le marché, du particulier, c'est, en quantité vraiment infime. Donc, pas forcément de soucis, vis-à-vis de cette idée reçue des métaux et des terres rares. Et la dernière, c'est les panneaux sont tous fabriqués en Chine. Alors là, il y a un piège. C'est vrai, c'est faux. Tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, au niveau des panneaux, il y a 3 étapes dans la fabrication d'un panneau. La première, ça va être la purification du silicium, donc on avait évoqué tout à l'heure, qui est le matériau semi-conducteur qui permet de produire l'électricité notamment, on va dire. Il faut savoir que c'est la purification de silicium, elle est faite majoritairement en Norvège, donc ça reste européen. La deuxième étape, ça va être la fabrication des cellules. La fabrication des cellules, par contre, on est à 80, plus de 90% en fait en Chine. Donc ça reste vraiment localisé là-bas. Et la dernière étape, c'est l'assemblage des panneaux. Et là, sur l'assemblage des panneaux, il y a de tout. C'est-à-dire que ça peut être assemblé en Chine, ça peut être assemblé en France, ça peut être assemblé en Allemagne, en Europe. Et sur cette partie-là de l'assemblage, on a vraiment, ça tend vraiment à se développer de plus en plus. On a beaucoup plus d'assemblage en Europe. Donc voilà, on est sur du vrai et du faux. On va pas se mentir, il y a quand même toute une partie qui reste localisée en Chine. Donc on va passer sur la partie du dimensionnement d'une installation, globalement. Donc au niveau du dimensionnement d'une installation, la première chose à voir, c'est l'ensoleillement et le productible. Au niveau de l'ensoleillement et du productible, donc c'est un peu ce qui a été présenté avant, vous avez la carte de France, et un petit peu, le productible, le nombre de kilowattheures qui peuvent être produits par kilowatt crête, suivant là où on se situe. Donc là, vous voyez très bien que dans le nord, on n'a pas du tout le même productible que dans le sud, sur le pourtour, méditerranéen. Donc vraiment très clairement, le photovoltaïque, dans notre région, on est sur des dispositifs d'aide nationale, sur un marché qui est national. Donc chez nous, on a clairement une rentabilité économique qui est accrue par rapport à une installation qui serait à Dunkerque, ou ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. On a tout intérêt à développer le photovoltaïque pour le particulier dans notre région. Vient ensuite donc l'orientation et l'inclinaison. Donc ça, il y a 2 parties, l'orientation et l'inclinaison des panneaux. Donc vous avez un petit tableau, qui correspond aux facteurs de correction. Concrètement, ça va être, le rendement en fait d'une installation suivant son positionnement, on va dire. Donc ce que vous voyez entouré en rouge, ici, je ne sais pas si on voit ma souris, mais ce que vous voyez entouré en rouge, c'est le rendement maximal, le rendement de 100, qui correspond à une installation qui est plein sud, avec une inclinaison de toiture, enfin de panneau, de 30°. Donc au niveau de l'inclinaison, on n'a pas de souci, dans notre zone géographique, puisque dans la très grande majorité des cas, on a une inclinaison entre 30 et 33°, dans notre zone, donc il n'y a pas de souci vis-à-vis de l'inclinaison. Vient ensuite l'orientation. Alors l'orientation, vous voyez ici que donc le sud, on a le productible maximal, excusez-moi. Par contre, si vous êtes orienté sud-est, sud-ouest, voire ouest-ouest, on a une petite perte de rendement, mais ça reste quand même assez faible. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez si vous avez une toiture qui est orientée sud-est ou sud-ouest, ne vous dites pas: «J'ai pas ma toiture qui est orientée sud, ça marchera pas». Très clairement, ça reste rentable, ça reste très intéressant pour vous, de mettre en place une installation, même si vous êtes orienté est-ouest, et d'autant plus est-ouest, on en reviendra après, si vous êtes en autoconsommation.
Au niveau du type d'installation, du type d'implantation des panneaux, on vous a proposé trois photos, on va dire, pour comprendre un petit peu les principaux types d'implantation qu'il y a. Donc la première, c'est l'installation, ce qu'on appelle en surimposition. Donc ça vient en dessus de votre toiture. Le principe, c'est que les panneaux sont installés sur des rails qui sont eux-mêmes fixés au chevron de votre toiture. Donc très clairement, c'est l'installation la plus facile à mettre en place, la plus facile à démonter. Si vous avez la possibilité de faire, ce type d'installation, allez-y, ce sera le plus facile. La deuxième photo et le deuxième type d'installation, c'est ce qu'on appelle les installations intégrées au bâti. Donc là, les panneaux, en fait, font vraiment partie intégrante de la toiture et notamment de l'étanchéité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, en fait, l'État rachetait plus cher les kilowattheures photovoltaïques produits, lorsque l'installation était intégrée au bâti. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'installations qui ont été telles quelles. Par contre, ça fait quelques années que la «prime» entre guillemets à avoir une installation intégrée au bâti a été, abolie. Donc, il n'y a plus aucun intérêt, on va dire technique, à aller, mettre une installation intégrée au bâti, à moins qu'il y ait des contraintes architecturales, bien sûr. Parce que tout simplement, en termes de maintenance, si vous avez des problèmes d'étanchéité, et beh là, c'est plus la même affaire, qu'avec une installation en surimposition. C'est beaucoup plus difficile d'accès, donc beaucoup plus coûteux. Et la dernière installation, type d'installation, c'est ce qu'on appelle, les installations avec des bacs lestés. Donc ça, c'est vraiment adapté aux toitures plates, donc les toits terrasses. Bon, l'idée, en fait, c'est que vous avez un bac lesté qui vient «maintenir» entre guillemets le panneau et on peut incliner le panneau comme on veut. Donc, à 30° idéalement. On peut l'orienter plein sud, on peut l'orienter sud-est. Donc c'est vraiment «très libre» entre guillemets sur ça et ça marche très, très bien sur des toitures plates. Il y a vraiment aucun souci sur ça. La dernière chose, le dernier type d'implantation dont j'ai pas parlé et on n'y reviendra pas forcément sur la présentation, c'est, les ombrières. Donc les ombrières photovoltaïques, sur ce qui est ombrière, le prix d'installation est plus cher. Par contre, vous verrez, dans tout ce qui est présenté après, tous les modèles sont accessibles, les modèles de production sont accessibles en ombrière et les aides financières aussi. Il y a vraiment aucun souci sur ça. Après, si vous avez la possibilité d'installer ça en toiture, ça reste a priori plus intéressant d'installer ça en toiture. Donc la dernière des choses vis-à-vis du dimensionnement d'une installation, c'est l'environnement du site. Donc là, il y a 2 choses, on va dire, vis-à-vis de la 2 choses principales vis-à-vis de l'environnement du site. La première, c'est que l'installateur vienne vraiment regarder, l'environnement, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, les ombres portées, les ombres proches, les conduits de fumée, tout ça, pour faire l'installation, en fait, la plus pertinente possible, très clairement. Donc il faut vraiment que l'installateur, vienne chez vous et visualise toutes ces problématiques-là. Il y a vraiment et même vous, hein, vous pouvez regarder un petit peu au fil de la journée, en été, en hiver, s'il y a des ombres portées, s'il y a beaucoup ou pas d'ombres, ça permet d'avoir un premier ordre de grandeur, on va dire. Et la deuxième des choses vis-à-vis de l'environnement du site, c'est les problèmes, enfin les contraintes architecturales qui peuvent se poser. Au niveau des contraintes architecturales, tout simplement, si vous avez une maison, qui est collée à une église qui est classée, là, ça va être plus difficile de mettre en place des panneaux photovoltaïques parce que ça va impacter l'aspect extérieur, de la rue et de votre bâtiment. Donc là, ce qu'on conseille vis-à-vis de ça, c'est dans un premier temps, on a ce qu'on appelle l'Atlas des patrimoines, donc qui est développé par l'État, qui est gratuit, que vous pouvez consulter gratuitement. L'idée, c'est que vous rentrez votre adresse et ça va vous mettre des zones un petit peu. Donc là, c'est ce que vous avez là, des sortes de cercles rouges qui vont être toutes des zones. Ça va être en fait les zones classées historiques. Donc si vous êtes dans ce cercle rouge, il peut y avoir des contraintes. Si vous l'êtes pas, a priori, il y a pas de souci pour mettre en place du photovoltaïque. Donc ça, c'est la première des choses à regarder. Ça sert à rien d'aller partir vraiment, dans un projet sans avoir, regardé ces premières choses vraiment essentielles. Et dans tous les cas, nous, ce qu'on conseille, même après avoir regardé la classe des patrimoines, c'est vous pouvez passer un appel téléphonique à la mairie, discuter un petit peu, voir, voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible dans un premier temps, pour voir, sinon, voilà, abandonner le projet directement, ça sert à rien si vraiment c'est pas possible du point de vue architectural. Donc ensuite, on va entrer vraiment dans le cœur des modèles, économiques du photovoltaïque. Donc sur le photovoltaïque, actuellement, il y a 2 systèmes qui sont vraiment «viables» entre guillemets sur le particulier. Ça va être la vente totale et l'autoconsommation individuelle. Donc on va traiter là particulièrement de la vente totale. Par contre, il y a quelque chose, sur lequel, j'aimerais revenir, qui est vraiment très important pour moi, qui est pas forcément,
très entendu, c'est que physiquement parlant, donc on parlait des électrons et de l'électricité, physiquement parlant, l'électricité produite sera toujours consommée au point le plus proche. Donc là, on va détailler les modèles économiques, la vente totale, l'autoconsommation, mais il faut que vous gardiez en tête en fait que ça, c'est de l'attribution entre guillemets virtuelle. C'est-à-dire que physiquement parlant, si vous avez sur votre toiture une installation photovoltaïque et qu'à midi, vous lancez votre machine à laver, que vous soyez en vente totale ou en autoconsommation, eh bien, en fait, les électrons vont se déplacer au plus proche. Donc, votre machine à laver, l'électricité qu'elle va consommer, ça va être de l'électricité photovoltaïque. Et s'il y a du surplus, eh bien, en fait, ce surplus, il va aller, c'est le voisin, entre guillemets, votre voisin qui va lui aussi mettre sa machine à laver. Eh bien, c'est physiquement parlant, c'est de l'électricité photovoltaïque qu'il va utiliser. Donc, vraiment, gardez en tête que l'autoconsommation, elle est vraiment mise en avant ces derniers temps. Il y a des raisons pour ça, hein. Mais si la vente totale reste plus intéressante financièrement parlant pour vous, physiquement parlant, en fait, ça ne va rien changer pour vous. Donc, on va rentrer donc sur la vente totale. Donc, la vente totale, c'est vraiment le modèle historique du photovoltaïque. La vente totale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la vente totale. Vous avez votre installation photovoltaïque et vous vendez la totalité de ce que vous produisez à un fournisseur d'énergie ayant ce qu'on appelle l'obligation d'achat. Ça, l'obligation d'achat, c'est une prime en fait qui est versée par l'État. Il y a certains fournisseurs qui ont l'autorisation, entre guillemets, de racheter l'électricité aux particuliers via cette prime qui s'appelle donc l'obligation d'achat. Donc très clairement vis-à-vis de ça, la plus grosse structure, c'est EDF Obligation d'achat, qui est la structure un peu la première structure qui a fait bénéficier de ce rachat de l'électricité aux particuliers. Il faut savoir qu'il y a d'autres organismes qui peuvent proposer cette obligation d'achat et ce rachat d'électricité. Par contre, elles sont en train de se structurer au niveau gestion parce que c'est de la gestion financière qui est compliquée. Donc, vous en avez quelques-unes, hein, on pourra vous passer un listing, mais très souvent, pour le particulier, c'est des petites installations, ça reste compliqué pour eux. Et il y a aussi certaines entreprises locales de distribution, je pense notamment à la coopérative de Saint-Martin-de-Londres, qui peut proposer voilà, ce type de rachat d'électricité. Donc, le rachat de l'électricité, le tarif de ce rachat, il est réglementé par l'État parce qu'il passe donc via l'obligation d'achat qui est une aide de l'État. Il dépend donc de la puissance de l'installation et surtout, il évolue chaque trimestre. Vous avez sûrement entendu parler du moratoire sur le photovoltaïque il y a une dizaine d'années. En fait, ça, c'était les tarifs d'achat étaient très, 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 très élevés il y a 10 ans. Ils ont très clairement beaucoup baissé et ils continuent à baisser chaque trimestre. Donc, ce contrat de rachat, il est passé sur 20 ans avec l'État, avec le fournisseur d'énergie qui va vous verser, vous verser le rachat. Il est passé sur 20 ans et par contre, il n'est pas reconductible. Donc, au bout des 20 ans, vous pouvez vendre votre électricité produite sur un marché libre. Vous pouvez l'utiliser directement en autoconsommation. C'est vous qui voyez. Il est vraiment sur 20 ans et pas reconductible. Et au cas où, si ça peut intéresser certains, il y a une possibilité de couper son contrat de rachat si c'est pour le basculer sur un autre opérateur, un autre fournisseur d'énergie. Alors oui, pour finir un petit peu sur la vente totale, nous concrètement sur la vente totale alors c'est au cas par cas, mais pour généraliser, c'est adapté pour les les très petites consommations d'électricité. Donc si vous avez tout qui est au gaz chez vous, ça ne sert à rien de mettre de l'autoconsommation. La vente totale sera très intéressante pour vous. Et si vous avez une très, très, très grande toiture disponible, ça sera plus rentable la vente totale que l'autoconsommation. Donc là, vous avez l'extrait un petit peu du tarif de rachat de la période, donc jusqu'au 31 mars 2021. Alors, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, de 0 à 100 kW crête, tout est réglementé justement par l'État et le tarif d'achat est régulé. Lorsqu'on dépasse les 100 kW crête, ça part sur un autre mécanisme d'appel d'offres, mais très clairement, ce n'est pas le sujet. Sur du particulier, on va être sur des installations entre 0 et 9 kW crête a priori, voire 36 kW crête vraiment sur une très grosse installation, mais on va vraiment être dans la gamme des 0 à 9 kW crête. Donc, vous avez le prix du rachat ici, 17,93 centimes et 15,24 centimes pour une installation entre 3 et 9 kW crête. On y reviendra après sur la partie aide financière et financement. Ensuite, le second modèle qui arrive, c'est l'autoconsommation individuelle, qui, on va dire, qui a le vent en poupe, avec donc 2 sous-modèles, voire 3. On va les évoquer juste après. Donc, l'autoconsommation individuelle, qu'est-ce que c'est? Donc, l'autoconsommation, ça consiste vraiment à consommer tout ou partie de l'énergie que l'on produit localement et en temps réel.
si on n'utilise pas de batterie. Donc, dans le cas d'une consommation partielle, l'électricité injectée sur le réseau peut être revendue à un fournisseur. Donc là, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autoconsommation, ça consiste vraiment à consommer en temps réel ce que vous produisez sur votre toiture. Dans tous les cas, vous allez avoir du surplus. C'est-à-dire que ça va être très, très compliqué d'aller consommer tout ce que vous produisez, surtout sur les coups des midis. Alors, on va le mettre en illustration après pour que ce soit plus compréhensible. Mais vous allez forcément avoir du surplus. Et donc, ce surplus, le principe, ça va être on va y revenir après, mais soit le céder gratuitement, qui n'a pas vraiment d'intérêt, soit le revendre à un fournisseur via le même principe de l'obligation d'achat qui a été présenté tout à l'heure. Je vais y revenir après, ne vous inquiétez pas, hein. Mais ce que je veux présenter, c'est qu'il y a vraiment deux notions clés sur l'autoconsommation. C'est le taux d'autoconsommation et le taux d'autoproduction. Le taux d'autoconsommation, ça va être la part d'électricité photovoltaïque que vous arrivez à autoconsommer dans la journée, divisé par la production totale du photovoltaïque. Et le taux d'autoproduction, par contre, ça va être la part d'électricité que vous arrivez à autoconsommer sur la consommation électrique totale de votre foyer. Ça va être avec des courbes. Après, ce sera peut-être plus facilement compréhensible. Mais ce que je veux dire vis-à-vis de ça, c'est qu'en fait, il faut faire attention aux installateurs véreux un petit peu, parce qu'en fait, votre économie sur votre facture d'énergie, elle n'est pas calculée avec le taux d'autoconsommation, mais il faut qu'elle soit calculée avec le taux d'autoproduction. Et clairement, ça change tout. Donc, on va en parler juste après, hein. Et enfin, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que sans stockage, donc sans batterie, l'autoconsommation ne permet absolument pas de couvrir l'ensemble des besoins énergétiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir en tête que le photovoltaïque, c'est consommé à l'instant T où c'est produit. Donc, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas de batterie, eh bien, en fait, le matin, quand vous allez vous lever, peut-être, je ne sais pas, à 6 heures du matin ou le soir, quand vous allez rentrer tard, vous allez forcément consommer un petit peu d'électricité, au moins pour de la lumière, par exemple. Mais votre installation photovoltaïque, elle ne va pas produire à ce moment-là. Donc, dans tous les cas, vous allez continuer à acheter votre électricité via votre fournisseur d'électricité, entre guillemets, classique. Et le mythe, entre guillemets, de l'autonomie énergétique qui est vendue par certains installateurs, elle n'existe pas sans batterie, et sans batterie, ce n'est pas rentable. Donc vraiment, il faut sortir ça c'est quelque chose qu'on voulait vraiment dire, c'est que ce mythe-là, avec l'autoconsommation telle qu'elle, vous ne serez pas autonome en énergie. Il faudra continuer à avoir un fournisseur d'énergie qui va vous alimenter en fait lorsque votre installation ne produit pas. Donc, il y a forcément, ce que j'ai expliqué, un surplus sur votre production que vous n'arriverez pas à consommer. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce surplus? Il y a 3 possibilités. Donc, c'est soit vous ne l'injectez pas au réseau. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre un dispositif technique en fait, qui va brider votre installation. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez produire plus que ce que vous consommez, le dispositif technique il va couper entre guillemets votre installation. C'est très clairement pas intéressant d'un point de vue ni technique ni financier pour le particulier, mais ça peut être adapté pour des très 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 petites installations. La deuxième possibilité avec son surplus, c'est la cession gratuite. Donc, vous êtes raccordé au réseau et votre surplus, vous le donnez gratuitement au réseau. Très clairement, il n'y a pas de gros intérêt économique à aller faire ça. Et la troisième solution, c'est donc ce qu'on appelle l'autoconsommation avec vente du surplus. Donc là, c'est votre surplus. Il est racheté par un des mêmes fournisseurs qu'on évoquait tout à l'heure. Il est racheté donc à hauteur de 10 centimes. Donc votre surplus est valorisé, donc votre rentabilité financière est clairement optimisée avec ce type d'autoconsommation. Donc si vous avez la possibilité, très clairement, le message c'est mettez en place de la autoconsommation avec vente de surplus, c'est ce qui sera le plus pertinent d'un point de vue économique et technique. Donc, pour expliquer dans quel contexte l'autoconsommation est de plus en plus abordée, c'est que l'autoconsommation devient compétitive en fait par rapport à 4 choses. C'est qu'on a des baisses de tarifs d'achat de la vente totale. Donc ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Le prix auquel est racheté le kilowattheure en vente totale a diminué depuis 10 ans et continue à diminuer. La deuxième chose, c'est l'augmentation importante du coût de l'électricité sur le réseau. Donc là, je pense que vous avez dû tous le voir sur votre facture d'électricité. En moyenne, ce qui est pris, c'est 3% d'augmentation d'électricité dans les 10 ans à venir. Donc forcément, si vous êtes en autoconsommation, ces kilowattheures-là que vous achetez normalement au réseau, vous les achetez pas au réseau. Donc plus le prix est cher, plus les kilowattheures autoconsommés vont être intéressants d'un point de vue financier. La troisième des choses, c'est la limitation de l'injection de l'électricité. Là, tout simplement, c'est que
En fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que lorsque vous autoconsommez, l'électricité, vous la soutirez pas du réseau et vous l'injectez pas sur le réseau. Donc en milieu rural, où on a le réseau qui est un petit peu limité en termes de capacité d'accueil, on va dire, c'est vraiment très intéressant, pour les gestionnaires du réseau de développer l'autoconsommation en milieu rural pour permettre que le «réseau» entre guillemets tienne le coup. Et la dernière chose, c'est la baisse du coût de production du photovoltaïque. Donc là, ça a été divisé par 2-3 en 20 ans. Donc on est vraiment sur des installations qui coûtent de moins en moins cher, sur le photovoltaïque. Donc tout ça pour dire que le photovoltaïque devient compétitif avec le coût de vente de l'électricité et on a vraiment l'émergence de l'autoconsommation et on a ce qu'on appelle la convergence vers la parité réseau. Je ne vais pas le détailler, mais voilà, vous pourrez chercher si vous voulez ce que c'est la parité réseau. Alors, donc là, on va entrer dans le détail de l'autoconsommation et comment optimiser une installation d'autoconsommation. Donc, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que ce que je vous disais, par rapport à la vente de surplus, c'est que le surplus, il est valorisé à hauteur de 10 centimes. Mais vraiment, l'idée de l'autoconsommation, c'est d'avoir le moins de surplus possible. C'est vraiment que votre installation, elle soit dimensionnée au mieux pour que vous autoconsommiez le maximum d'électricité. Donc, sans autoconsommation, et sans stockage, il faut vraiment penser à synchroniser votre consommation d'électricité avec la production d'électricité. Donc vraiment, l'idée, c'est que tous vos appareils électriques, donc électroménagers, lave-linge, lave-vaisselle, l'aspirateur, les chargeurs de téléphone, bon, il y a des choses, c'est plus compliqué, hein, mais aussi le cumulus qui est très intéressant. L'idée, c'est vraiment de basculer l'utilisation de ces appareils-là en journée au moment où le photovoltaïque va produire le plus. Donc idéalement, sur les coups des midi 15 heures, pour vraiment absorber le maximum de ce que vous produisez. Avoir ça en tête, c'est que il faut absolument synchroniser sa consommation d'énergie dans le plus possible, hein, bien sûr, il y a des choses qui sont pas possibles, hein, pour que votre installation soit intéressante d'un point de vue économique et technique. Et oui, quelque chose en plus, c'est que le chauffage électrique, n'est pas forcément adapté à l'autoconsommation. Tout simplement parce qu'en fait, alors vraiment à la grosse louche, on dit qu'il y a un tiers de la production photovoltaïque qui est en hiver et les 2 tiers, c'est sur l'été. Le chauffage électrique, c'est quelque chose que vous utilisez en hiver et plutôt le soir. Donc très clairement, c'est pas adapté à la production de panneaux photovoltaïques. Par contre, la climatisation, ça, c'est très, très adapté parce que vous l'utilisez plutôt en journée et plutôt l'été. Après, vraiment, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut souligner, c'est que n'allez pas installer une climatisation pour faire une installation photovoltaïque. C'est que si vous avez une climatisation, c'est intéressant. Mais vraiment, l'idée de l'autoconsommation, c'est pas rajouter un maximum de consommation sur les heures, ce qu'on appelle les heures solaires. C'est vraiment pas ça l'idée, c'est dimensionner son installation en fonction des équipements électriques que vous avez actuellement et essayer de les synchroniser un maximum. Donc, on va essayer de mettre en couleur, et en courbe ce qu'on a évoqué ici. Donc, l'analyse de courbe de charge. Donc la courbe de charge, en fait, tout simplement, c'est la courbe de votre consommation électrique sur une journée. Donc là, vous avez un petit schéma. Donc vous avez le cycle du soleil, donc une journée entière entre guillemets et votre consommation. Donc la consommation, c'est ce que vous voyez en gris. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est que, bah, on va dire sur un travailleur, entre guillemets, qui se lève le matin, qui passe la journée au travail et qui rentre le soir. Donc là, bah, typiquement, c'est la courbe de charge là que vous voyez ici. C'est-à-dire que le soleil se lève, la personne se lève, donc allume les lumières, allume le grille-pain, enfin, a des consommations électriques, part au travail, donc là, on n'a plus de consommation. On a un petit peu de consommation. Il y a voilà, peut-être quelqu'un qui est rentré à midi et qui a allumé le four, par exemple. Et la personne revient le soir et donc là, on a le deuxième pic de consommation parce que la personne rentre du travail, allume voilà, des appareils électroniques. L'idée sur ça, c'est qu'on va greffer la courbe de production photovoltaïque. Donc là, c'est ce que vous voyez en rouge et en orange. Ça fait vraiment une cloche. Donc en fait, ça suit la courbe du soleil, c'est-à-dire que lorsque le soleil est à son zénith, eh ben, on a le pic de production. Et lorsque le soleil commence à se lever, eh ben, petit à petit, on a de plus en plus de production. Et donc, l'idée, c'est que là, vraiment, vous avez, vous voyez sur le schéma ici, en fait, les pics de consommation ne coïncident pas du tout avec le pic de production photovoltaïque. Donc là, vous avez énormément de surplus, donc ce n'est pas optimisé. L'idée,
avec une optimisation et la synchronisation, donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment de déplacer ces pics que vous voyez ici, les déplacer au maximum dans la journée, au moment où le photovoltaïque va produire le plus. Donc là, il y a des choses vraiment très faciles à faire, hein. Des programmateurs sur les prises électriques. Votre cumulus, au lieu de le faire tourner en heure creuse, eh ben, vous mettez un programmateur pour qu'il s'enclenche durant la journée. Voilà, c'est vraiment très important pour que votre installation soit pertinente. Et donc, on revient sur nos deux notions de taux d'autoconsommation et taux d'autoproduction. Donc, le taux d'autoconsommation, ça va être ce que vous voyez en jaune, donc ce que vous arrivez à autoconsommer par rapport à votre production, divisé par la production totale d'électricité. Donc, l'orange plus le jaune. Alors que le taux d'autoproduction, ça va être donc ce que vous arrivez à autoconsommer, le jaune, divisé par la consommation totale. Donc ça va être vraiment la partie grise plus la partie jaune. Et en fait, ce taux d'autoproduction, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui permet de calculer l'économie finale. C'est-à-dire que c'est le taux d'autoproduction. Si vous avez 20% d'autoproduction, concrètement, ça veut dire qu'il y a 20% de votre consommation d'électricité qui provient du photovoltaïque. Donc ces 20%-là, eh bien, vous n'allez pas les acheter à votre fournisseur classique, mais vous allez les produire vous-même. Et donc, votre économie annuelle, elle va se faire sur ça. Vient en plus le rachat du surplus, on y reviendra juste après. Oui, quelque chose qui est intéressant et qu'on n'a pas forcément en tête, c'est qu'en autoconsommation, il peut être vraiment presque plus intéressant d'avoir une orientation est-ouest des panneaux plutôt que plein sud. Donc, si vous êtes en est-ouest, vous allez perdre à peu près 10% un peu moins, mais 10% de votre production totale. Par contre, par rapport à cette production, la courbe là de production photovoltaïque, ben en fait, si vous êtes en est-ouest, elle va être beaucoup plus étalée sur la journée. Tout simplement parce que lorsque le soleil va se lever, ben votre toiture elle sera plus exposée. Au zénith, il n'y aura pas un pic comme ça, mais ce sera beaucoup plus étalé sur la journée. Donc, en autoconsommation, vous allez pouvoir plus étaler vos consommations électriques plutôt que si vous êtes plein sud, où là, vraiment, c'est au moment où le soleil est à son zénith qu'il y a vraiment une grosse, grosse production, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à avoir en tête lorsqu'on fait une installation en autoconsommation. L'Est-Ouest, c'est vraiment, vraiment intéressant, en tout cas, je trouve. Donc, pour revenir un petit peu là sur des cas vous donner quelques cas qui sont vraiment adaptés à l'autoconsommation, d'après nous. Donc, les équipements très adaptés, très clairement, le top du top, ça va être une piscine. Une piscine, bah, vous avez une pompe qui va tourner l'été dans la journée, beaucoup d'heures. Donc, vraiment, ça, c'est parfait. Ça correspond parfaitement en fait à la production photovoltaïque. La climatisation, les véhicules électriques. Alors, véhicules électriques qui va être rechargé en journée. Donc, par exemple, en ce moment, avec le télétravail, ça peut être très intéressant de recharger votre véhicule un jour sur 3, par exemple, les jours où vous êtes en télétravail et de bénéficier donc justement de synchroniser ce qu'on disait tout à l'heure. Le cumulus et globalement, c'est vraiment les logements avec beaucoup d'équipements électriques ou un le ou enfin et surtout un logement qui est occupé très régulièrement en journée. Donc un logement pour des gens qui sont à la retraite, par exemple, ou un logement où il y a quelqu'un qui travaille en permanence à domicile, c'est vraiment intéressant par rapport à tout ce qui a été expliqué avant. Et quelque chose sur laquelle j'aimerais revenir aussi, c'est cette fameuse courbe de charge. Il faut savoir que si vous avez un compteur Linky, donc Enedis, qui est le gestionnaire du réseau et qui vous a installé le compteur Linky, vous pouvez avoir accès à votre courbe de charge, à votre consommation électrique via le portail d'Enedis. Et pourquoi c'est intéressant? C'est que si vous avez une année entière de consommation électrique, en fait, vous allez récupérer votre courbe de charge, vous la transférez à l'installateur, et lui, en fait, il a juste à superposer par rapport à une production photovoltaïque. Et là, vous avez justement votre taux d'autoconsommation et votre taux d'autoproduction au réel. Vraiment, on est vraiment au réel. En sachant que c'est vraiment le pire des cas, c'est que vous n'avez pas du tout synchronisé votre consommation et la production. Donc, dans le pire des cas, vous allez être à X% d'autoproduction. Donc, c'est vraiment le mieux, l'idéal, c'est de faire ça. Sinon, il y a des outils, donc je pense qu'André va vous envoyer les liens, mais il y a des outils qui sont en libre accès, par exemple l'AutoCalSol, qui permettent de faire des premières estimations, des premières simulations. Donc, ça peut être vraiment intéressant si vous avez un projet, voilà, de voir un peu si c'est vraiment facilement après, vous pouvez facilement l'utiliser. Ça peut être intéressant de faire une petite simulation sur ça.
Quelques exemples de puissance pour se repérer un peu vis-à-vis des gammes de puissance. Donc, globalement, en dessous d'un kilowatt crête, on va être vraiment sur ce qu'on appelle le talon de consommation. Le talon, ça va être la consommation que vous avez en permanence. Donc, le frigo, le réfrigérateur, la ventilation, c'est vraiment ce qui va consommer en permanence. Donc, ça fait une bande. On est vraiment sur une consommation continue. Et en dessous d'un kilo, on va pouvoir absorber ça, mais pas plus. Entre 1 et 3 kilos, on va être sur, on va dire, couvrir la consommation d'un ménage classique, entre guillemets, qui a une machine à laver, un cumulus électrique, enfin qui a, voilà, on va dire quelque chose de classique, entre guillemets. Et vraiment, quand on va passer en dessus des 3 kilowatts crête, ça va être des gros consommateurs d'électricité. Donc, piscine, climatisation, spa, énormément d'appareils électriques. Là, vraiment, pourquoi pas passer en dessus des 3 kilos. Mais vraiment, retenez quelque chose, c'est que on le verra après par rapport aux subventions et par rapport à la fiscalité, tout ça. Mais 3 kilowatts crête, idéalement, c'est le seuil à ne pas dépasser, si c'est intéressant au niveau du dimensionnement, parce qu'en dessus, il y a des aides qui diffèrent, il y a une taxation des revenus ici du photovoltaïque. Donc vraiment, sur une maison classique, 3 kilos, c'est très très bien. Et vous pourrez avoir un taux d'autoconsommation correct. Et alors, pour donner vraiment un ordre de grandeur, en moyenne, sur une installation bien dimensionnée et optimisée, on doit à peu près arriver à 30 à 50 de la production autoconsommée. Sachant que ça, c'est vraiment des bons chiffres. C'est-à-dire que ça peut aller au-delà si vraiment la personne a vraiment optimisé au maximum, mais 30 à 50 d'autoconsommation, c'est déjà des très très bons taux, quoi. Donc là, on considère qu'entre 30 et 50, on est plutôt sur une installation plutôt bien dimensionnée. En dessous, c'est qu'il y a des choses vraiment à revoir au niveau de la synchronisation ou au niveau du dimensionnement. C'est très possible qu'un installateur vous dimensionne vraiment que ce soit en surpuissance. Ça ne sert à rien. 3 kilos, par exemple, ça pourrait tout à fait suffire. Alors, la dernière des choses sur le dernier sous-cas, on va dire, de l'autoconsommation, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation totale. Donc, l'autoconsommation totale, c'est vraiment rien n'est injecté sur le réseau, tout est autoconsommé. Donc là, des batteries peuvent intervenir, mais l'autoconsommation totale, pour nous, elle est vraiment intéressante dans le cas d'un site isolé. Donc, c'est-à-dire qu'un site isolé, c'est un lieu, alors je ne sais pas si sur Prades-le-Lez, je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est un lieu où le réseau électrique n'arrive pas jusque-là. Donc là, dans ces cas-là, ça peut être vraiment intéressant d'aller envisager une autoconsommation totale avec des batteries. Je ne vais pas développer. S'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, venez nous contacter. Il y a des subventions spécifiques qui existent, des subventions vraiment importantes. Veuillez nous contacter. Vraiment, on rentrera dans le détail là. Je ne pense pas que ça concerne beaucoup de personnes qui sont présentes sur le webinaire. Donc, et si vous devez retenir une chose vis-à-vis de ces questions de batterie, c'est qu'à l'heure actuelle, si vraiment votre logement il est connecté au réseau, faites de l'autoconsommation avec revente du surplus et ne mettez pas des batteries. Parce que c'est pas intéressant d'un point de vue économique. Au niveau bilan carbone, les batteries, il faut les changer. Vraiment, c'est vraiment pas intéressant. Laissez tomber, entre guillemets, ce mythe peut-être un peu de l'autonomie énergétique. A priori, si vous êtes connecté au réseau, vous avez tout intérêt financièrement, en tout cas, à faire ça. Et alors, juste pour finir un peu sur les 3 modèles au niveau des compteurs, il y a quelque chose d'important, c'est que les compteurs Linky sont devenus obligatoires pour une installation photovoltaïque. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vente totale, on a 2 compteurs distincts. Vous avez votre compteur classique de consommation, donc ça ne va pas y toucher. Par contre, il faut qu'il y ait un autre compteur qui vienne comptabiliser en fait les kilowattheures que vous allez injecter sur le réseau. C'est vraiment 2 choses distinctes. Et quelque chose à savoir aussi, c'est que du coup, il y a un coût de raccordement au réseau qui est supplémentaire en cas de vente totale, à cause justement de ce compteur en plus. En autoconsommation avec revente de surplus, on a un seul compteur qui va faire consommation et qui va regarder aussi la production. Donc, c'est vraiment le compteur Linky qui a ce rôle-là. Et l'autoconsommation totale, on a un seul compteur classique, pas de souci. Vraiment, le bonus l'intérêt des compteurs Linky sur le photovoltaïque, c'est tout un débat, mais en tout cas sur le photovoltaïque, c'est qu'ils ont la capacité de ce qu'on appelle de compter dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils vont compter ce qui est injecté sur le réseau et compter ce qui est soutiré sur le réseau. Donc, vraiment, en parlant uniquement du photovoltaïque, le compteur Linky est clairement très intéressant. Et de toute façon, il est devenu obligatoire si vous faites des démarches pour les aides financières. Donc, vous allez me dire, par rapport à ces 2 modèles, comment on choisit le modèle qui est plus intéressant? Donc tout simplement, la vente totale, entre guillemets, la rentabilité, elle est facilement calculable. C'est-à-dire que par rapport au dimensionnement que je montrais tout à l'heure, en fait, vous avez donc, imaginons 3 kilowatts crête, vous multipliez par le productible en environ 1300 kWh et vous avez la quantité d'énergie qui va être produite sur l'année. Vous multipliez
par la valorisation, donc le tarif de rachat, et vous avez à peu près, bien sûr, va jouer la maintenance et quelques coûts supplémentaires, mais vous avez à peu près combien vous allez gagner par rapport à la revente de votre électricité photovoltaïque. Donc, le temps de retour sur investissement, il est facilement calculable. Donc, en moyenne, on est à peu près entre 12 et 16 ans. Bon, ça va dépendre de pas mal de choses, mais on est à peu près dans cet ordre de grandeur-là. En autoconsommation, par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'aller calculer un temps de retour sur investissement. Il faut vraiment une étude très fine de votre profil de consommation, de qu'est-ce qui va pouvoir être déplacé en heures de production photovoltaïque ou non. Donc vraiment, là, sur les installateurs, certains ont des bureaux d'études, entre guillemets, qui sont intégrés. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faut vraiment faire une analyse très fine de ça, de votre profil de consommation, et est-ce que c'est adapté à l'autoconsommation. Donc pareil, hein, là, on vous a mis des petites photos des outils libres, donc AutoCalSol qu'on évoquait tout à l'heure, qui est proposé donc par l'INES, l'Institut national d'énergie solaire. Et vous avez également sur le site FAIR, hein, donc le site FAIR qui est un peu, qui chapeaute un peu l'ensemble de nos organismes de conseil. Sur le site FAIR, vous avez vraiment quelque chose qui est dédié à évaluer votre devis photovoltaïque. Est-ce que c'est plus intéressant, la vente totale, l'autoconsommation? Donc, je vous invite à l'utiliser si vous avez un projet. Donc, on va peut-être faire un petit point questions-réponses à ce moment-là. Tout va bien, pas de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et sinon, on va dérouler la suite, hein. Non. Très bien. Eh bien, on va continuer alors. Donc, on va passer sur le financement des projets et les aides financières accessibles. Donc, déjà, pour vous donner un ordre de grandeur du prix d'une installation photovoltaïque. Alors, donc ça, c'est des données qui sont extraites du site photovoltaïque.info. Très clairement, c'est un peu la Bible, on va dire, du photovoltaïque. Ça a été créé par l'association qui s'appelle ESPUL, qui est un peu, on va dire, nos homologues basés sur Lyon, qui sont vraiment, leur cœur de métier, c'est le photovoltaïque. Et donc, c'est vraiment, si vous avez des questions assez techniques, assez pointues, je vous invite à vous rendre sur ce site-là. Donc, sur ce site-là, on vous a ressorti donc, l'étude du prix du photovoltaïque qui a été réalisée en 2018. Donc, ce qu'il faut savoir là, c'est qu'en dessous de 3 kW crête, on va rester sur les deux premières gammes, hein, donc en dessous de 3 kg et de 3 à 9 kg. On est à peu près entre 7 500 euros, on va dire, et 6 500 euros TTC du watt crête. Alors, je préfère quand même déjà parler de ça, c'est 6 500 euros, 7 500 euros, il y aura forcément des surcoûts qui s'appliqueront dessus. Donc, ça va être la visite du consuel, le pilotage des consommations, si vous mettez des micro-onduleurs. Enfin, il y a vraiment des choses. Il ne faut pas prendre ces chiffres bruts, entre guillemets. Moi, pour vous donner un ordre de grandeur d'une installation d'un prix plus ou moins correct, alors sur vraiment quelque chose de techniquement très facile, hein, sur du 3 kW crête, on va être, moi je dirais, entre 7 000 et 10 000 euros. Je pense que c'est un bon ordre de grandeur, sans problème hein, technique, hein. Il peut y avoir des choses qui expliquent que ce soit plus cher. Il y a des gestionnaires en plus, voilà. Mais vraiment avoir un ordre de grandeur. Et sur 6 kilos, on va être à peu près entre 13 et 15 000 euros. Et à 9 kilos, on va être entre 17 et 20 000 euros, en gros. Pour que vous ayez vraiment de quoi un peu vous repérer au niveau des prix. Alors, par rapport à investir sur son projet, donc il y a deux possibilités. On va dire investir en fonds propres. Donc là, c'est vous qui investissez sur votre toiture. Et on viendra après sur l'investissement par un tiers et l'investissement citoyen et participatif qui avait été évoqué. Même si on ne va pas développer non plus, ce n'est pas le cœur du sujet, mais on va un peu vous en parler. Donc, sur le financement des projets, dans le cadre d'investissement propre, les aides accessibles. Donc, pour la vente totale, les seules, entre guillemets, aides accessibles, c'est le tarif de rachat de l'électricité. Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le tableau qui vous a été montré, c'est qu'en dessous de 3 kg, on vous rachète toute l'électricité produite à environ 18 centimes d'euros. En dessous de 9 kW crête, on passe à 15,24 centimes d'euros du kilowattheure. Alors, c'est une aide financière déguisée, très clairement. C'est le mécanisme d'obligation d'achat. Ça passe par des subventions en fait, de l'État qui sont proposées via des fournisseurs comme EDF. Mais ça reste une aide financière un petit peu déguisée, entre guillemets. En cas d'autoconsommation avec revente de surplus, donc on a le tarif de rachat du surplus. Donc vous souvenez, hein, le surplus qu'on n'arrive pas à consommer, il y a ce même mécanisme d'obligation d'achat.
Et donc là, alors il y a une petite erreur, j'ai mis de 3 à 9 kW crête, même en dessous de 3 kW crête. En fait, c'est de 0 à 9 kW crête. Le surplus est racheté 10 centimes d'euros par kilowattheure. Et donc, c'est là un peu, vous pouvez voir que si vous avez trop de surplus, ben en fait, vous avez tout intérêt à passer sur de la vente totale parce que le tarif de rachat, il est plus important. Si vous avez un énorme surplus, clairement, le vente totale sera plus intéressante. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais donc par rapport aux aides financières, donc c'est 10 centimes de rachat du surplus. Et la deuxième chose, c'est la prime à l'autoconsommation. Donc la prime à l'autoconsommation, c'est une prime financière qui est versée uniquement en cas d'autoconsommation. Avec donc en dessous de 3 kW crête, on est à 380 euros par kW crête. Et de 3 à 9 kW crête, on est à 280 euros par kW crête. Ça, les prix que je vous ai donnés dans la diapo d'avant, je n'ai pas intégré cette aide financière-là, hein. Alors, par rapport à cette aide financière, il y a quelque chose de très important, c'est qu'elle doit être sollicitée au moment de la demande de raccordement. Donc là, on va voir juste après les démarches associées. Dans tous les cas, si elle n'est pas demandée au moment de la demande de raccordement, c'est fini. Vous ne pourrez pas bénéficier de ces aides-là. Donc vraiment, il faut, on y viendra après, je ne vais pas détailler, mais être très vigilant sur le moment où est demandée cette prime-là. Et cette prime, elle est versée sur 5 ans, donc elle est versée par le fournisseur, donc EDF, obligation d'achat ou un autre, et elle est versée de façon équivalente tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans, au moment où on va vous donner votre... Enfin, on va vous donner votre facture, enfin pas votre facture, mais on va vous verser pour le rachat de votre surplus. En même temps, il va y avoir un cinquième de cette prime. Donc pour 3 kilos, par exemple, vous allez avoir un petit peu moins de 1200 euros qui va être versé. Et donc, pour bénéficier des aides, quelque chose de très important, c'est qu'il faut passer par un installateur RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Donc, il y a des qualifications type, ça s'appelle QualiPV, il y a des équivalents, mais il faut que votre installateur soit certifié pour pouvoir bénéficier de ces aides financières-là. Et alors, le dernier modèle, qui est l'autoconsommation totale on a brièvement expliqué. Sur ce modèle-là, il y a l'aide qu'on appelle l'aide de l'ANA Sérénité qui est accessible. Alors cette aide, en fait, c'est vraiment dans le cadre d'un projet global de travaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 35% de gain énergétique. Donc là, on parle vraiment de travaux de rénovation énergétique, hein. Et en plus, il faut être inférieur au plafond de ressources de l'ANA. Donc ça, on pourra, si vous êtes dans ce cas-là, on pourra vous renseigner. Mais l'aide, en fait, elle vient englober tous les travaux. Donc ça va englober notamment le photovoltaïque, mais vraiment, l'idée, c'est que ça englobe aussi toute la partie travaux rénovation énergétique. Et c'est le seul cas, l'autoconsommation totale, où cette aide peut être mobilisée. En aucun cas, sur les autres types, ça peut être mobilisé. Et vraiment, gardez en tête que tous les ans, quand on voit l'été arriver, on a des informations, des pubs un peu partout, la nouvelle aide de l'État. C'est faux. Très clairement, ces aides-là, elles évoluent un petit peu, mais c'est les mêmes depuis des années et des années. Donc là, par exemple, il y a quelques temps, la prime autoconsommation, c'était 390 euros par kilowatt crête. Là, c'est 380, mais c'est les mêmes aides. Faites attention aux installateurs qui vous promettent des nouvelles aides révolutionnaires. C'est faux. C'est faux. Ça fait quelques années qu'on est vraiment sur ce modèle-là au niveau des aides financières. Donc, par rapport à l'autoconsommation, je vous ai mis un petit peu, pareil qu'avec la vente totale, ce qu'on appelle l'arrêté tarifaire en vigueur. Donc là, vous voyez les 10 centimes de rachat en dessous de 3 kg et en dessous de 9 kg, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et la prime à l'investissement, donc là, 0,38, c'est parce qu'on n'est pas en kilos, on est en watts crête. Mais c'est 0,38, ça correspond aux 380 euros par kilowatt crête qui avait été évoqué juste avant, hein. Ce que je veux vous dire par rapport à cette diaporama-là, c'est qu'il y a possibilité de se faire racheter son surplus si l'installation n'est pas réalisée par un professionnel. C'est-à-dire que si vous faites votre installation, entre guillemets, un peu dans votre coin et que vous êtes un particulier, vous pouvez vous faire racheter votre surplus sans ce qu'on appelle l'obligation d'achat, donc les 10 centimes là qu'on voit ici. Alors, il y en a quelques-uns qui proposent ça, des fournisseurs, il n'y en a pas beaucoup. De ce qu'on a vu, le tarif de rachat se situe entre 3 et 5 centimes d'euros. Voilà, c'est vraiment une information à côté, entre guillemets, mais ça peut être intéressant. Et typiquement, si votre installation est en fin de vie, vous avez passé les 20 ans, vous pouvez très bien vendre votre électricité, ce qu'on appelle sur le marché libre, entre guillemets, à ce prix-là, entre 3 et 5 centimes. Au niveau des régimes fiscaux, donc,
on parlait vraiment de ce seuil de 3 kilowatts crête, on y arrive, notamment sur ça. En dessous de 3 kilowatts crête, si votre logement a plus de 2 ans, donc on n'est pas sur du neuf, hein. Si votre logement a plus de 2 ans, la TVA est de 10 si vous êtes en dessous ou égal, entre guillemets, à 3 kilowatts crête. Si vous êtes en dessus des 3 kilos, on passe à une TVA de 20. Et en plus de ça, il y a une exonération d'impôt sur les revenus issus du photovoltaïque. Donc là, on est soit sur de la vente totale, avec tout qui est vendu au réseau, soit sur l'autoconsommation avec le rachat du surplus. Il y a une exonération d'impôt si on est en dessous des 3 kilos. Et alors, la dernière chose que je voulais évoquer sur ça, c'est ce qu'on appelle la règle du P plus Q. Très concrètement, c'est que si vous faites une deuxième installation photovoltaïque, si c'est espacé de moins de 18 mois, on va prendre en compte l'ancien tarif et on va cumuler les installations. Donc, si vous avez une installation de 3 kilos et que moins de 18 mois après, vous faites une autre installation de 3 kilos, et ben en fait, on va prendre l'ancien tarif de rachat de la première installation et on va faire une installation de 6 kilos. Donc, vous allez avoir le prix de rachat de 6 kilos. Mais ça, voilà, la réglementation est un peu en cours d'évolution sur ça, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais vous apporter en termes d'information quand même. Donc là, on a fini sur la partie investissement en fonds propres. On passe sur l'investissement par un tiers et l'investissement participatif. Alors, on va essayer de ne pas passer trop de temps sur ça, hein, je pense pas que, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Donc, sur l'investissement par un tiers, l'idée, c'est que le particulier n'investisse pas directement sur sa toiture, mais alors, soit il met à disposition une toiture, soit il met à disposition son épargne, son financement pour une toiture qui est proposée, par exemple, par une mairie, comme ça pourrait être le cas à Prades-le-Lez. Donc sur ça, il y a deux possibilités. C'est soit c'est un investisseur privé sur lequel, entre guillemets, par exemple, un investisseur privé pourrait venir sur votre toiture, vous avez une toiture intéressante, il vient sur votre toiture et il vous donne un loyer annuel, mais c'est lui qui exploite et c'est lui qui bénéficie des revenus issus du photovoltaïque. Alors, on va clairement balayer ça rapidement. Les investisseurs privés, par rapport à la baisse du tarif de rachat, ils se sont clairement retirés du marché des toitures parce que c'est trop petit et c'est trop de temps pour eux et plus assez rentable. Ça l'était il y a peut-être 10 ans, ça restait intéressant pour eux, mais maintenant ils sont clairement partis de ce marché-là. Ils se positionnent plus sur vraiment des parcs au sol, sur beaucoup, beaucoup de surface. Donc, notamment au niveau des champs agricoles qui sont plus utilisés, des vieilles décharges, des choses comme ça. Là, par contre, là où du coup, ça peut être intéressant, ces toitures, hein, que ce soit des toitures de mairie, des toitures de particuliers, des grandes toitures, c'est ce qui est l'investissement citoyen. Donc, sur l'investissement citoyen, donc il y a un collectif citoyen à Montpellier, on en parle parce que c'est le seul sur la métropole, qui s'appelle Énergie en Toi, qui est créé depuis 2017. Et donc, son but, c'est d'être acteur de la transition énergétique et de permettre surtout aux particuliers de devenir acteurs de la transition énergétique. Vraiment, l'idée de base, c'est que on a beaucoup de toitures sur la métropole de Montpellier, entre guillemets, qui ne servent à rien. Donc, l'idée, c'est pourquoi pas solariser ces toitures et que le particulier puisse investir dans ces toitures. C'est un petit peu l'idée de, au lieu de mettre votre argent à la banque et qui est une rentabilité entre guillemets assez faible et on ne sait pas trop vers quoi ça part, ben, l'idée c'est au lieu de laisser cet argent-là à la banque, l'investir dans des projets photovoltaïques sur son territoire, sur la métropole de Montpellier. Donc c'est vraiment ça l'idée. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas les moyens d'investir sur une installation en propre ou si vous n'avez pas une toiture assez conséquente, tout simplement. Et donc là, juste, oui, voilà, il y a une structure annexe, on va dire, qui a été créée à Énergie en Toi, qui s'appelle EMC2, qui est la structure d'investissement. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vraiment l'idée, c'est que ce collectif citoyen, il y a 1 euro, ça a été labellisé entre guillemets par la région, ça a remporté un appel à projet de la région. Et lorsqu'il y a 1 euro citoyen qui investit, la région abonde de 1 euro. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que la région porte ce type de projet. Il y en a un peu partout sur le territoire, ces collectifs citoyens. La région aide à ce que voilà, ces collectifs citoyens, de plus en plus, prennent part et solarisent les toits des communes, les toits des particuliers. Donc vous avez un petit schéma, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 projets qui sont en cours de réalisation. Donc l'école d'Elteil à Grabel et les ateliers municipaux de Juvignac. Et donc là, c'est ce qui a été évoqué en début de présentation. C'est quelque chose qui est en cours de réflexion au niveau de Prades-le-Lez, tout simplement. Oui, bien sûr, allez-y. De précision. Alors oui, après le laisse, on est en contact avec Énergie en Toi depuis plusieurs mois et donc nous sommes à la recherche de toitures communales
capable de supporter la charge, hein, le poids, enfin, etc., des installations photovoltaïques. La toiture de la mairie s'est avérée malheureusement pour le moment impropre à accueillir des panneaux photovoltaïques sur rail, hein, donc en surimposition. Et donc on s'est tourné vers la salle Jacques Brel, sur laquelle nous sommes en train de faire une expertise. Donc nous vous tiendrons au courant, bien sûr, si ça aboutit. Rapidement d'ailleurs, puisque on devrait savoir si cette toiture est bonne d'ici le mois de mai. Si c'est pas le cas, de toute façon, vous savez qu'il y a un projet de construction de nouvelle école et à ce moment-là, ce sera pour dans 2 ans, dans 3 ans. On reviendra également vers vous en tant que citoyen intéressé à investir dans l'énergie solaire. Merci. Merci pour ces précisions. Alors, juste pour finir avec cette partie de l'investissement citoyen, on a une autre chose qui est associée, c'est l'investissement participatif, qui est un petit peu différent de l'investissement citoyen. Globalement, on va dire, pour vraiment synthétiser, ça va être vraiment la taille des projets qui va être différente. C'est que là, vraiment, l'idée, c'est pareil, hein, ça équivaut à un placement bancaire sur des projets de photovoltaïque ou autre. Il y a de l'hydraulique, il y a de l'éolien. Et vraiment, l'idée, là, c'est qu'on est sur des très, 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 très gros projets avec des énormes puissances. On vous a mis 2 exemples. C'est non exhaustif. Il y a d'autres structures qui existent, qui sont donc Enerfip et Landosphère, où vraiment, en fait, vous pouvez participer à abonder une partie du financement d'un projet et être rentabilisé, enfin avoir de la rentabilité sur un petit peu votre placement d'argent, entre guillemets. Sur le collectif citoyen, on est sur vraiment quelque chose de beaucoup plus petit et avec vous pouvez tout à fait participer, entre guillemets, au collectif citoyen et apporter vraiment vos idées et avoir votre vote. Alors, la dernière partie, donc ça va concerner les démarches, devis type et préconisations. Je vois qu'il y a quelques questions. On arrive juste à la fin et on va balayer tout ça. Donc, au niveau des démarches, je ne vais pas tout détailler, mais là, on a un tableau qui permet de regarder un petit peu les démarches nécessaires lors de différents types d'installations. Donc, sans injection, cession gratuite, contrat-vente de surplus, obligation d'achat. Globalement, dans la majorité des cas, ça va être une déclaration préalable en mairie ou permis de construire si c'est du neuf. L'assurance, donc extension du contrat d'assurance responsabilité civile. Le consuel, on va reparler un tout petit peu après. L'idée, le consuel, c'est qu'il y a un professionnel qui vienne vérifier qu'il y a une conformité en fait électrique de votre installation. La demande de raccordement à Enedis, donc le gestionnaire de réseau. Donc ça, vraiment obligatoire, et c'est à ce moment-là que va être demandé le rachat d'électricité, le surplus, la prime à l'autoconsommation. Ensuite, il y a le contrat d'achat qui est passé, donc sur 20 ans si vous êtes en vente de surplus. Et voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, c'est des documents qu'on peut vous transmettre. Hein. Tous ces documents sollicités au niveau de la LEC, on pourra vous les donner. Alors, oui, par rapport à faire attention à son installateur, je pense que c'est quelque chose d'important à évoquer. On peut vous passer donc ce guide de l'AQC qui s'intitule donc Comment bien choisir son installateur, qu'on trouve très 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 bien réalisé. Et qui permet vraiment d'avoir la liste un petit peu de toutes les choses à regarder. J'en ai sorti de ça 3 étapes principales par rapport à choisir son installateur. La première, c'est identifier donc, et choisir son installateur. Donc vraiment, quelque chose d'important, on a eu des gens, on a des personnes qui nous contactent pour ça. C'est faites attention. Enfin, en tout cas, ça peut être très bien. Hein. Maintenant, généralement, on conseille de ne pas signer sur une foire ou un salon. Tout simplement à cause d'une chose, c'est que lorsque vous signez un devis photovoltaïque ou autre, vous avez 14 jours de délai de rétractation. Si vous êtes sur une foire ou un salon, il n'y a aucun délai de rétractation. Donc là, voilà. Ce qu'on conseille aux gens, vous le verrez après, c'est vraiment de prendre le temps d'analyser la proposition financière. Donc attention aux foires et aux salons. Une chose importante un petit peu sur ça aussi, c'est n'hésitez pas à taper le nom de l'entreprise sur Internet. Si elle a des gros problèmes et qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu des problèmes avec eux, vous allez forcément tomber sur des pages Internet qui vont mettre en exergue ces problèmes-là. Et vous pouvez vérifier la situation juridique aussi de l'entreprise, si elle a été créée il y a 2 mois, sur des sites comme Infogreffe. La deuxième partie, donc la deuxième étape, c'est la visite chez vous. Il faut forcément que l'installateur vienne chez vous, diagnostique l'état de la toiture, l'état de l'installation électrique, s'il y a de l'ombrage, s'il y a tout ça.
Vraiment, c'est très important. Donc et en autoconsommation encore plus, parce qu'en autoconsommation, il doit se renseigner sur vos usages et justement votre fameuse, courbe de charge. Et la dernière partie, on est sur donc la proposition commerciale. Donc là, dans tous les cas, un devis est obligatoire. N'hésitez pas à nous envoyer, nous, au niveau de l'ALEC, les devis. Alors, on ne pourra pas vous dire de partir avec tel ou tel installateur, mais on pourra vous dire, ben, ça manque, c'est obligatoire. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut vous apporter. Et surtout, prenez le temps d'analyser votre proposition. Faites attention, entre guillemets, aux installateurs qui viennent chez vous et qui vous disent qu'il y a des aides qui vont se terminer ben, le lendemain. C'est faux. Vraiment, faites attention, prenez le temps d'analyser les propositions. Vraiment, c'est très, très, très important. Et un installateur qui est un bon installateur, entre guillemets, déjà, d'une part, normalement, il n'aura pas le besoin d'aller faire une démarche de porte à porte chez vous, parce que normalement, il a assez de travail, entre guillemets. Et vraiment, il ne va pas vous presser forcément à signer le devis le jour même, s'il sait que son devis tient la route et que sa proposition elle est sérieuse. Donc vraiment, prenez du recul, prenez du temps pour analyser les propositions et éventuellement, vous pouvez nous les transférer pour qu'on donne un avis sur vos devis. Donc dans ce même guide, donc de la QC, vous avez vraiment, j'ai mis, on ne va pas le détailler, mais j'ai mis en photo, j'ai pris des extraits, un devis type, tout simplement un devis type de photovoltaïque avec tout ce qui doit être mis dedans. Alors, très honnêtement, il y a des choses qui sont très, très, très importantes, d'autres un tout petit peu moins, mais vraiment au moins vous avez une base pour comparer le devis qu'on vous a donné au devis parfait tel qu'il devrait être. Donc vraiment, n'hésitez pas, vraiment ce document, on peut vous le transférer et il peut être vraiment intéressant pour analyser vos devis et l'installateur. Et donc enfin, on va finir sur la maintenance et l'entretien. Donc la maintenance et l'entretien, ce qui est expliqué, c'est qu'il faut que ce soit facilité dès la conception. Donc il faut vraiment qu'il y ait un accès, un passage qui soit «réservé» entre guillemets à ça, dès la conception de l'installation photovoltaïque, d'où l'intérêt que l'installateur vienne sur place aussi voir les problématiques qui pourraient être rencontrées par rapport à ça. Le contrat de maintenance, il est systématiquement proposé par l'installateur. Vous n'êtes pas obligé, donc vous n'êtes pas obligé de prendre un contrat de maintenance pour les faibles puissances, mais il est plutôt conseillé. Plutôt conseillé. Très clairement, un installateur, ça ne sert à rien qu'il vienne tous les 3 mois chez vous pour vérifier votre installation, hein. Par contre, une visite tous les 5 ans pour resserrer, par exemple, les vis des panneaux, des choses comme ça peut être vraiment intéressant. Et nous, ce qu'on vous conseille éventuellement, ce qui peut être vraiment pertinent, c'est la supervision. C'est-à-dire qu'avec la supervision, vous allez avoir un outil qui va permettre de regarder votre production. Si du jour au lendemain, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de production, là, clairement, il y a un souci, votre installation, elle est en rade, il y a un problème. Là vous pouvez faire intervenir quelqu'un qui vienne analyser, entre guillemets, votre installation et faire de la maintenance. Et voilà, une opération d'entretien, ça comprend les 4 choses qui sont notées là. Mais voilà, vraiment garder en tête que ça ne sert à rien de faire intervenir la maintenance tous les 3 mois. Les panneaux, une installation photovoltaïque, normalement, si ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. De temps en temps, passer un coup sur les panneaux parce qu'il y a voilà, il y a des fines couches de poussière, des choses comme ça qui se mettent sur les panneaux et ça détériore le rendement. Donc pourquoi pas faire ça. Mais voilà, quelqu'un pour la maintenance, il va vous le facturer. Donc idéalement, il faut éviter, entre guillemets, de le faire venir tous les 3 mois. Et enfin, donc les préconisations qu'on peut vous donner, alors vraiment, globalement, c'est dans tous les cas, que ce soit pour photovoltaïque ou rénovation énergétique, faites plusieurs devis et comparez dans tous les cas. Exigez une visite chez vous, ne signez rien à la première visite et sur salon, très clairement, donc sur foire, voire aux expos. Vérifiez que les démarches administratives sont toutes bien effectuées. Donc ça, vraiment, c'est par rapport aux aides financières qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, soit vous pouvez faire toutes les démarches, mais c'est assez fastidieux, il ne faut pas se tromper parce qu'une fois que c'est trop tard, ben, c'est trop tard. Donc nous, ce qu'on conseille, mais qui n'est pas obligatoire, c'est que ce soit l'installateur qui se charge de faire toutes les démarches. Par contre, si tel est le cas, il faut que ce soit noté explicitement sur le devis. Tout simplement parce que si l'installateur, en fait, il n'a pas fait la demande de raccordement et il vient installer votre production, mais votre installation est produit, mais personne ne rachète le surplus, il y a un problème. Et ben en fait, si vous ne l'avez pas noté sur le devis, que c'est à lui de se charger de ça, vous n'avez aucun recours. On va vous dire, ben oui, mais vous aviez qu'à faire les démarches pour vous raccorder, pour demander les aides financières. Donc très très important, nous, on conseille que ce soit l'installateur qui le fasse. Ça va sûrement être facturé quelques petites centaines d'euros, mais au moins
c'est plus sécurisant pour vous et surtout que ce soit noté sur le devis si vous avez un problème, parce que là, vous pourrez avoir des recours si c'est noté sur le devis. Donc là, la liste des choses à faire, donc ça reprend un petit peu le schéma de tout à l'heure, hein. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que les demandes de rachat d'électricité, le type d'installation, est-ce que c'est en autoconsommation, est-ce que c'est en vente totale, c'est au moment de la demande de raccordement au réseau qui est effectué à Enedis. C'est vraiment le moment entre guillemets charnière entre guillemets pour bénéficier des aides et avoir vraiment son installation qui est raccordée au réseau, qui produit. Et voilà, on n'a aucun souci sur ça. On va dire que je pense pour moi que c'est une des phases les plus importantes au niveau des démarches. Également, il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est faites attention à l'état de votre toiture. Ça arrive des cas où il y a un installateur qui vient, qui va mettre les panneaux, sauf que la toiture, elle n'a pas du tout été regardée, elle est en très mauvais état. Et là, on vient vous massacrer la toiture, très clairement. Donc, il faut vraiment que l'installateur vienne, analyse la toiture. Si elle est en mauvais état ou en état moyen, il peut y avoir une analyse de la structure de la toiture qui pourrait être nécessaire. Si elle est en très très bon état et qu'elle a 5 ans, là, clairement, une analyse de la toiture, ça ne va pas être pertinent. Mais vraiment très important de regarder ça, sinon vous pouvez avoir des gros problèmes au niveau de la structure, vraiment. Et la dernière des choses, si vous partez sur de l'autoconsommation avec revente de surplus, c'est que vraiment une analyse très très fine de votre consommation et de la production est nécessaire. Faites attention alors ce qu'on appelle les calculs en comptable, c'est-à-dire qu'on a vu des feuilles blanches où on a regardé pour le particulier la consommation électrique. On dit, ben voilà, vous allez avoir 80% de votre consommation électrique qui va être assumée par le photovoltaïque. Ça, clairement, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça en autoconsommation. C'est beaucoup plus compliqué. L'analyse est beaucoup plus fine pour avoir quelque chose de correct plutôt que deux produits en croix, entre guillemets, sur le coin d'une feuille. Donc, faites attention à ça et attention aussi au surdimensionnement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Une installation en autoconsommation, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle soit bien dimensionnée en fonction des besoins de votre habitation. Et enfin, pour finir, attention, l'autoconsommation, c'est pas surconsommer. Je l'ai dit au début, mais je préfère le répéter. C'est pas parce que vous mettez de l'autoconsommation qu'il faut rajouter une climatisation, qu'il faut rajouter des choses comme ça. On vous invite plutôt à rajouter une climatisation, de faire des travaux d'isolation des murs, par exemple. C'est clairement plus intéressant plutôt que d'investir dans une climatisation pour avoir plus de production photovoltaïque autoconsommée. Donc voilà, c'est fini pour la présentation. Donc on passe sur la phase des questions-réponses. Donc André, oui. Alors, donc je vais lire un petit peu les questions. Donc à partir de quelle date EDF, obligation d'achat, achète l'électricité produite, dès qu'elle produit, dès qu'elle consomme, dès que le Linky comptabilise l'électricité exportée, dès que le contrat entre en vigueur? Dès que le consuel. D'accord. Alors, en fait, sur ça, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas. Alors, vraiment, attends. Remets-moi la question, s'il te plaît. Il achète l'électricité. Alors, on parle de vente totale ou on parle de. Bon, dans tous les cas, en fait, ça va être au moment où l'installation, elle est conforme et l'installation, elle commence à produire. Donc, avant que l'installation elle soit conforme et qu'on commence à produire, il y a le consuel qui est venu. Donc, le consuel, c'est vraiment l'organisme qui va vérifier que l'installation est aux normes électriques. Il y a donc une demande de raccordement qui est faite auprès d'Enedis. Enedis va vous dire, ben voilà, on vous propose de vous raccorder au réseau pour X euros. Et au moment où il y a cette demande de raccordement qui est faite, c'est à ce moment-là qu'il faut que soit notifié le rachat de l'électricité par EDF notamment, ou par un autre. Mais c'est vraiment à ce moment-là. Et EDF va vous racheter l'électricité, bien sûr, à partir du moment où l'installation est produite. Mais l'installation produit, tout est en règle si toutes les étapes d'avant ont été faites. Le raccordement, le consuel, et je ne sais pas ce qui a été évoqué aussi. Voilà, c'est une fois que l'installation consomme, par contre, il faut que ce soit demandé avant. C'est très très important, sinon c'est trop tard. J'espère avoir répondu à votre question sur ça. Peut-être la deuxième question. Alors, le TURP versé chaque année est-il susceptible d'évoluer pendant les 20 ans du contrat de rachat? Alors, le TURP, donc, on n'a pas parlé de ces taxes-là. Alors, vraiment, pour synthétiser, c'est que sur le prix d'achat d'électricité classique que vous achetez sur le réseau, il y a à peu près 30% qui provient de taxes. Il y a différentes taxes là-dedans, dont le TURP. Le TURP, c'est la taxe qui est dédiée à l'utilisation des réseaux d'électricité.
donc qui est versé à c'est Enedis qui facture ça. Le TURP, en étant producteur ou autoconsommateur, tous les ans, vous allez devoir payer une TURP. En vente totale, la TURP, elle est de l'ordre de 36 euros à peu près, hein, dans cet ordre-là, 36 euros par an. En autoconsommation avec vente de surplus, on est à 9 euros par an. Un petit peu moins, je crois, 8 et quelques. Donc, c'est possible que cette TURP, elle évolue un tout petit peu, mais très honnêtement, on restera dans cet ordre de grandeur-là. Il y a pas de, il n'y a pas de problème entre guillemets par rapport à cette turbe, c'est vraiment minime en termes de charge sur l'année. Donc ça devrait pas évoluer, en autoconsommation, voilà, à 9 € et vente totale 36 €. Depuis ça fait un bon nombre d'années que ça n'a pas trop évolué sur ça, donc c'est pas quelque chose qui doit vous faire peur, entre guillemets. Il y a beaucoup de questions. Ah, alors Bon, il y a une personne qui nous donne un exemple par rapport à son installation. Hein, c'est intéressant à savoir, c'est-à-dire qu'il nous donne à peu près la rentabilité qu'il a eue sur son installation. Une personne qui s'étonne qu'il y ait très peu d'installations dans la région par rapport à la région parisienne. Alors, pourquoi si peu d'installations solaires dans la région? Ici, Ouais. Alors, on parle de solaire, on parle de photovoltaïque, hein, vraiment. Très, très bonne question. Non, très honnêtement, je pense qu'il y a quelques années, il y a une mauvaise image qui a été véhiculée, aussi par le photovoltaïque, qui a peut-être joué sur ça, mais très clairement, c'est très intéressant sur la région. On parle de la région parisienne. C'est ce qu'on voyait un petit peu sur des diaporamas. Ici, c'est encore plus intéressant que sur la région parisienne. Donc, il y en a de plus en plus, à du photovoltaïque. Je pense que vraiment ça fleurit, de plus en plus et c'est une chose très, très bien, hein. Mais je pense que ça va se développer. Très très honnêtement, je pense que ça va vraiment se développer dans les années à venir, surtout en prenant en compte l'augmentation du prix de l'électricité qui est attendue. Très clairement, je pense qu'il va y avoir vraiment, un engouement pour le photovoltaïque qui va naître. Et je pense quand même qu'on a quand même, quelques installations sur la région. On n'est pas non plus, c'est pas non plus désert, hein, vis-à-vis du photovoltaïque, hein, il y en a vraiment. Après, je ne sais pas où vous habitez, par rapport à votre question, mais c'est sûr qu'en centre-ville de Montpellier, il y a aussi des contraintes architecturales qui font que vous en verrez moins. Sur des communes comme Prades ou autres, typiquement, c'est beaucoup plus facile d'un point de vue, contrainte architecturale de mettre en place du photovoltaïque. Oui, allez-y. Juste rajouter, donc sur Prades, j'ai pas exactement le nombre de maisons équipées, mais en tout cas, on a beaucoup de demandes d'autorisation, donc d'installation, et donc je pense que ça se développe. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Dans cette région, on le disait en cours de conférence, je le disais au début, le potentiel solaire est exceptionnel, et c'est aussi bien pour ça que on est heureux que vous soyez présents ce soir, et puis qu'on essaye, nous, en tant que municipalité, de vous donner, de vous aider à installer des panneaux photovoltaïques chez vous. Tout à fait, merci. Alors, oui, avez-vous des exemples de projets d'autoconsommation collective? Alors, pour tout vous dire, j'avais prévu d'avoir une petite diapo sur ça. Je l'ai enlevé, donc je ne vais pas détailler l'autoconsommation collective parce que j'ai peur de vous embrouiller sur ça. En quelques mots, c'est un nouveau modèle d'autoconsommation. Le principe de l'autoconsommation collective, c'est que votre surplus, ce dont on parlait tout à l'heure, ce fameux surplus, l'idée, c'est de pouvoir le revendre à son voisin. Vraiment pour synthétiser très globalement tout ça. Mais en projet particulier, il y en a pas. Il existe des projets d'autoconsommation, hein. Il y en a je pense une trentaine en France, mais qui sont portés, alors soit des bailleurs sociaux, soit il y a des communes aussi qui portent ces projets-là. Mais très honnêtement, il y a des gros verrous, économiques qui subsistent, notamment par rapport aux taxes. Donc on parlait des taxes. En fait, en autoconsommation collective, justement, notamment la TURP continue à être payée. Il y a vraiment des taxes qui continuent à être payées sur l'autoconsommation collective qui plombent la rentabilité de ce type de projet. Donc c'est vraiment quelque chose qui va émerger petit à petit. Mais pour un particulier, on est très, 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 très loin. Ça va d'abord passer par les communes, les bailleurs sociaux qui ont plus la main, entre guillemets, sur des projets.
sur du particulier, c'est très compliqué. C'est fait un petit peu dans des. Il y a quelques exemples en France, vous pourrez regarder sur des habitats participatifs, des choses comme ça. Mais sinon, ça reste quand même vraiment, il faut avoir beaucoup de motivation, entre guillemets, pour aller sur ces projets-là, parce qu'on continue à défricher vraiment l'autoconsommation collective. Ça viendra dans les années à venir. Il y a des directives européennes qui poussent vers ça. Il y a des pays qui sont un peu plus avancés que nous sur ça. Ça viendra, mais c'est pas vraiment, c'est pas encore mûr pour le particulier, je pense. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas en parler pendant cette intervention. Peut-être la suite des questions. Existe-t-il un label pour la qualité des panneaux, rendement, durée de vie et leur filière de production? Alors oui, il existe ça. Vous l'avez. Alors non, ça c'est l'installateur. J'ai mis. Voilà. Alors, je l'ai mis là, je l'ai mis en diaporama de secours, entre guillemets. Voilà, il y a un certain nombre de certifications qui existent par des organismes indépendants, mais il y a des classements des fabricants de panneaux solaires et avec des notes de A à triple A. Donc, vraiment, vous pouvez vous référencer à ça. Après, voilà, sur la qualité des panneaux, c'est pas quelque chose qui pose très souvent problème. On est quand même sur des panneaux plutôt de bonne qualité globalement vis-à-vis de tout ça. Alors, au bout des 20 ans, alors là, très clairement, on va commencer à arriver sur des installations en fin de vie. Il y a deux possibilités. C'est soit donc j'avais évoqué un petit peu le tarif de rachat à prix libre, entre guillemets. Donc, soit vous passez par alors vraiment pour reparler de ça, soit vous passez par les aides de l'État, ce qui s'appelle l'obligation d'achat, soit sinon le marché libre. C'est clairement plus intéressant de passer par l'obligation d'achat, mais une fois que vous êtes allé au bout de votre contrat de 20 ans, vous pouvez faire racheter votre électricité produite par des fournisseurs. Donc, il y en a quelques-uns qui commencent à proposer ça. Par contre, en termes de prix, on est entre 3 et 5 centimes de ce qu'on a vu passer. Donc, il y a cette possibilité-là. Ça continue à avoir un petit peu de rentabilité. Ou sinon, après, vous pouvez vous brancher en autoconsommation totale, éventuellement avec des batteries, et récupérer justement cette électricité qui est produite. Alors, dernière question. Oui. Le rachat augmente dans les prochaines années. Alors, de vente des énergies produites de façon classique. Alors, très clairement, non. Les tarifs de rachat, alors que ce soit en vente totale ou en auto. Alors, en vente totale, c'est sûr que non, parce que ça fait des années que le tarif de rachat diminue. Donc, on en va être sur cette pente-là, très clairement. Et je ne pense pas, très honnêtement, que le tarif de rachat du surplus, donc les 10 centimes d'euros, va augmenter. Tout simplement pour deux raisons. C'est que déjà 10 centimes d'euros, c'est entre guillemets, c'est un prix correct de rachat d'électricité. Et le principe, c'est pas de valoriser le surplus. Le principe, c'est que les gens autoconsomment maximum. Donc, la force des choses va faire que l'électricité va être de plus en plus chère. Donc, l'idée, c'est que les gens arrivent à autoconsommer un maximum pour avoir en fait, ils vont avoir de plus en plus d'économies dans les années à venir. Plus l'électricité achetée au réseau sera chère, plus vous allez faire des économies si vous arrivez à autoconsommer. Donc, très clairement, les tarifs de rachat ne vont pas baisser. Et on parlait un petit peu tout à l'heure de la parité réseau. J'ai évoqué ce terme-là, je n'ai pas détaillé. Mais la parité réseau, en fait, c'est le moment où la production, le prix du kilowattheure photovoltaïque n'aura pas besoin d'être subventionné pour être compétitif avec le kilowattheure d'énergie plus classique, entre guillemets. En France, on va dire que ça va être plutôt du nucléaire. Vraiment, ça va être ce moment-là, la parité réseau, ça va être le moment où on n'aura plus besoin de subventionner le photovoltaïque. Et très clairement, le but de l'État, c'est pas de subventionner à vie le photovoltaïque, c'est que la technologie mûrisse, que les coûts diminuent pour arriver à une technologie qui est viable et qui est rentable, entre guillemets, pour l'État aussi, sans avoir besoin de la subventionner. Donc, on va plutôt vers ça que plutôt vers un renforcement du tarif de rachat. Après, c'est mon avis. Hein. Il peut y avoir des surprises, hein, mais moi, c'est mon avis, en tout cas, à titre personnel. Dernière question. Alors, tout ce qui est vitrage, tuiles photovoltaïques, il y a aussi l'aéro photovoltaïque, des choses comme ça.
C'est des solutions techniques, enfin, c'est des «nouveautés» entre guillemets, qui peuvent être intéressantes, mais le gros problème, c'est le coût. C'est vraiment le coût, donc si vous avez vraiment les moyens, bah, pourquoi pas? Après, moi, je vous invite, enfin, je pense pour moi que ça va être plus pertinent si vous avez, la surface disponible, des choses comme ça, de faire une toiture photovoltaïque, éventuellement de mettre, du double vitrage et de mettre des protections solaires, par exemple, dans ce cas-là, ou autre. Mais vraiment, ces technologies-là, c'est des technologies qui commencent à arriver sur le marché, qui restent à des prix très, très, très élevés, et c'est pareil, le photovoltaïque, ça a mis longtemps avec des prix vraiment élevés, et là, on est vraiment, ça fait peut-être, 15-20 ans que les prix ont drastiquement chuté. Je pense que ce type de technologie, les tuiles solaires, des choses comme ça, c'est des choses qui vont peut-être maturer et qui vont vraiment arriver à des coûts «accessibles» entre guillemets dans les années à venir. Mais voilà, je pense que si vous avez la possibilité, je vous invite à faire une toiture photovoltaïque et de la protection solaire, entre guillemets, plus classique, plutôt que ce type d'installation. Alors, est-ce qu'on a fini sur les questions? Un retour d'investissement sur un 3 kilowatts. Alors oui, alors ça, je l'ai mis, alors j'en avais brièvement parlé sur un 3 kilowatts, dans les modèles d'investissement. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, oui, il est là. Alors, le temps de re donc là, oui, j'ai mis TRI, c'est peut-être pour ça. Le TRI, ce qu'on appelle le TRI, qui est le temps de retour sur investissement. Alors, pour un 3 kilowatts, en vente totale, ce que je vais vous expliquer, c'est facilement calculable. On est entre 12 et 16 ans à peu près, compte tenu du tarif de rachat actuel. Sur l'autoconsommation, c'est très, 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 très variable. C'est-à-dire que vraiment, si votre installation, elle est calibrée parfaitement, vous avez synchronisé au maximum toutes vos consommations d'électrique, avec la production, votre temps de retour sur investissement pour un 3 kilogrammes, hein, ça peut tomber à 6 ans, 5-6 ans. Par contre, si vous avez vraiment quelque chose de très mal dimensionné, avec énormément de surplus, en fait, votre temps de retour sur investissement, il va être dans les 16, voire 20 ans, quoi. Donc vraiment, c'est pour ça que l'autoconsommation, c'est très, 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 très large, la gamme de temps de retour sur investissement, et encore une fois, je me répète, mais plus vous synchronisez, plus votre installation elle est bien calibrée sur vos besoins et non pas sur la puissance disponible de toute votre toiture, plus vous serez rentable en nombre d'années, un nombre d'années minimum, quoi. Est-ce qu'il reste des questions? Bon, on a fini à ce moment-là. On a fini, alors je vais mettre ça. Alors, si vous voulez poser, une dernière question, allez-y, ou sinon, voilà, on va s'arrêter ici en espérant avoir répondu à toutes vos questions. Encore une fois, tout vous sera envoyé. N'hésitez pas, on est vraiment là, pour vous accompagner dans vos projets, notamment photovoltaïques. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter au niveau de l'ALEC. On pourra vraiment vous donner des conseils sur tout ça. Je ne sais pas si vous voulez, dire un mot d'au revoir peut-être? Peut-être, oui, tout à fait. Oui, j'aimerais donc remercier donc, bien sûr, nos 2 intervenants, hein, qui ont, je pense, exposé très, très clairement les problématiques. Je dois dire que moi-même, j'ai fait installer il y a 3 ans des panneaux photovoltaïques sur mon toit et j'aurais été content d'avoir ces conseils avant. Ceci dit, je peux également dire, je suis très content de mon installation parce que j'ai baissé de façon vraiment très importante ma facture d'électricité. Donc voilà, je ne peux que vous encourager, bien sûr en suivant bien ce qui a été dit, hein, dans vos projets photovoltaïques. Je voulais également dire que notre travail avec l'ALEC, il ne se termine pas aujourd'hui, puisque donc 2 choses peuvent vous intéresser. D'une part, l'exposition donc que vous voyez derrière vous, donc l'ALEC nous la laisse encore pendant plus d'un mois, et cette exposition qui avait été comment dire? Installée à la mairie, puisque la médiathèque était fermée pour des causes pour raisons de sécurité. Enfin, une commission de sécurité va passer début avril, et donc cette exposition sera visible à la médiathèque avec une table de livres qu'on a sélectionnés aussi bien pour les adultes que pour les plus jeunes, pour les enfants ou les adolescents. Donc n'hésitez pas à faire un tour à la médiathèque pour voir l'exposition.
Et deuxième chose, toujours avec l'ALEC, on a prévu, un autre format, de séminaire, enfin ou de réunion, qui sera, ce qu'on appelle un atelier, donc qui, s'adresse à un 10 à 15 personnes maximum. Et le prochain, donc cet atelier, en espérant évidemment que, la situation sanitaire le permettra, donc est prévu sur le thème de l'eau, en début de saison chaude, c'est-à-dire ce sera probablement fin mai. Donc on vous adressera, on vous enverra les informations via le Pragmag, via notre site, via Facebook à ce propos. Donc les personnes, qui sont intéressées pourront participer à cet atelier qui, aura lieu en journée et encore une fois en présentiel puisqu'il y aura des manipulations. Voilà, donc merci encore, merci à l'ALEC et puis, on vous dit, à très, très bientôt.